know that. You take the red pill. Don't touch Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits vampires qui brillent et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Elkassi et cette semaine je vais creuser plus profond que les joues de Bobby Pattinson pour vous parler de la saga Twilight, l'énorme succès adapté des romans Young Adults de Stephenie Meyer. J'ai jamais vu la saga, donc ça devrait être drôle. Je crois que c'est la première saga que je découvre à 100% depuis le début du podcast. Je pensais avoir vu le premier, mais en fait j'avais vu beaucoup de scènes du premier, mais je l'avais pas vu en entier en fait, quoi. Je savais qu'il y avait du baseball et que Pattinson il faisait une drôle de tête quand elle entrait dans la pièce. En dehors de ça, je savais pas grand chose. Pour m'accompagner cette semaine, elle écrit et parle entre autres du côté de Sorociné et de Fucking Cinéphile. Oui. Bienvenue Manon. Merci. Quelle est ta saga préférée ? Alors là, tu me poses un peu une colle, parce que je n'y ai absolument pas réfléchi, je dois t'avouer. Ouais ? Même pas une qui te vient en tête là comme ça ? Le Seigneur des Anneaux ? Ouais, bah c'est bien. C'est bien. Ça revient souvent le Seigneur des Anneaux. On n'a juste pas le droit de dire Star Wars. C'est la seule règle du podcast. On parle pas de Star Wars. Voilà. Qu'est-ce que c'est Twilight pour toi ? Alors Twilight, c'est d'abord une histoire que j'ai découverte quand j'étais au collège, il me semble, parce que j'étais adolescente en plein dans la folie Twilight. Donc c'était d'abord des livres qu'on m'a conseillés. J'ai lu les livres et j'avais quelque chose comme 13 ans. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que le côté un peu vampire maudit, torturé et l'histoire de romance, pour moi, c'était vraiment le top. Puis après, il y a eu la sortie du premier film et là encore l'événement. Je pense que toutes les personnes qui avaient lu le livre attendaient avec impatience le film. Enfin, du moins, toutes les adolescentes qui avaient lu le livre attendaient le film. Et bon, j'ai découvert ça, mais surexcitée. J'étais tellement contente, j'ai tellement aimé le film. J'avais ouvert un Skyblog sur Twilight même. Puis après, j'ai grandi. Oh, c'est triste comme fin. Oh, non. Mais j'aime toujours Twilight. Hein. Moi, j'adorais Buffy, tu vois. Ah, mais c'est trop bien, Buffy. Moi, c'était plus Buffy. Parce que j'étais un peu plus pareil. vieux. Je suis plus vieux, donc ça doit être ça le truc. C'était plus Buffy, quoi. Ensuite, elle fait partie de la team d'Écran Large. Bienvenue, Axel. Merci. Même question, quelle est ta saga préférée ? Tu me poses une colle aussi et j'ai pas eu assez de temps pour y réfléchir. Je pense que là, tout de suite, j'ai envie de te dire Harry Potter parce que je m'en suis référée il y a pas longtemps et je suis un peu en plein dedans. Mais sinon, la réponse varie d'une semaine à l'autre. Harry Potter, c'est la première fois qu'on me dit Harry Potter en 1 an et demi. Waouh. Mais parce que les gens ils pensent que c'est tellement obvious, je pense qu'ils ont pas envie de le mentionner. Mais c'est hallucinant qu'il ait fallu attendre 1 an et demi avant que quelqu'un me dise Harry Écoute, Potter. je suis très heureuse d'être la première. C'est quoi Twilight pour toi ? C'est un peu comme Manon, je l'ai découvert, j'étais au collège, j'étais en pleine pré-ado, donc la période un peu ingrate. Tu fantasmes un peu sur quand tu auras 17 ans et que tu vas découvrir un peu le premier amour. Mais surtout, ce qui m'a fait découvrir Twilight, c'était le côté vampire. Mes parents m'ont un peu élevée au entretien avec un vampire et tout ce genre de choses. Donc c'était plutôt ce côté-là qui m'a plu au départ. J'ai aussi commencé par lire les livres. Et après, forcément, quand le premier film est sorti en 2008, alors là, ça a été la consécration pour moi. Je suis tombée amoureuse de Bella et pas des deux autres. Mais et voilà, et après j'ai suivi l'aventure. Et pareil, j'ai grandi il y a tout un temps où j'ai renié la saga parce que c'était très très cool de pas aimer Twilight, parce que c'est toujours très cool de taper sur ce que les adolescentes n'aiment pas pour une raison obscure. Et après, il y a quelques années, c'est avec mon copain qu'on a redécouvert parce que lui était très fan de la saga et ne l'a jamais renié. Et on les a revus ensemble. J'étais là genre, ah mais en fait c'est vachement bien. Enfin le premier en tout cas, selon moi. En tout cas, le premier, on me dit tout le temps, le premier, ça va. Le premier est très chouette. J'ai vraiment pas envie de voir les suites, franchement. Mais après, ça part en... Ça va être difficile, les suites, je pense. Je pense, oui. Mais le tout dernier en particulier a une petite sœur sympa, tu vas voir. Il y a un côté nanar, c'est ça ? Non, j'aurais bien aimé. Et enfin, il est derrière la chaîne Intercut ou Intercut. Oula, j'ai jamais réfléchi à la question. Tu t'es pas jamais posé la question. Ouais, complètement. Sur YouTube. Intercut. Salut Louis, quelle est ta saga préférée ? Bah du coup, je suis content d'être troisième et d'avoir eu le temps de réfléchir à la question. Instinctivement, comme ça, j'aurais dit si tu gardes les 3 premiers seulement, Pirates des Caraïbes. Ouais. Première fois qu'on le dit aussi, tiens. Ouais, si t'enlèves les 3 premiers, donc si t'enlèves les 2 derniers, tu gardes que les 3 premiers, donc je triche un peu.
Oui. Mais bon, je pars quand même sur Pirates des Caraïbes. Ouais. Je reste là-dessus. T'aimes bien de faire les 3 ? Ben écoute, tous les ans. Tous les ans ? Tous les ans, c'est carrément. une soirée Pirates des Caraïbes. Ah bah quand je tomberai Obligatoirement. dessus, faudrait que je t'invite alors. Ah bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors t'es un homme. Oui. Et tu aimes Twilight ? Eh ben, oula, attends. doucement. Je défendrai le premier Twilight jusqu'à la mort. Ouais. Mais vraiment. Puis le reste, les gens disent bien ce qu'ils veulent. Moi, j'en pense beaucoup de mal. Mais le premier, par contre, je vais vraiment le défendre. Tu vas le défendre ? J'aime beaucoup la réalisatrice. Ouais. Je sais pas, je le dis pas trop fort, mais j'aime beaucoup la réalisatrice. Non mais t'as le droit. Oh on va en parler. Hein. Ouais, on va parler d'elle. Il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Donc vous avez lu. Est-ce que t'as lu les livres ? Non. Donc il y en a 2 qui ont lu les livres. Est-ce que les livres sont mieux que les films ou est-ce que c'est assez fidèle ? Je veux dire que c'est pas du tout le même média, comme le premier, n'importe quoi. Comme les 4 livres ont été écrits à la première personne, déjà, t'as une perspective qui est totalement différente de ce que tu peux voir dans le film. T'as vraiment un accès à ce que pense Bella et plus tard à Edward quand elle a sorti Midnight Sun là cette année, ou l'année dernière, je sais plus. Et du coup, c'est pas du tout le même regard en fait sur le film, il se consomme complètement différemment du livre. Et je pense que les 2 sont très complémentaires d'ailleurs. Je pense qu'il faut avoir vu et lu Twilight pour être en mesure d'apprécier ou déprécier pour certains à sa juste valeur la saga. Parce que les livres, c'est tout écrit du point de vue de Bella. Ouais. Alors après, de temps à autre, il y a des chapitres qui sont écrits du point de vue de Jacob et je crois que c'est à peu près tout, mais je suis pas sûre. Les livres sont un peu lointains pour moi pour le coup, je les ai pas relus. Il n'y a pas que Bella ? Enfin, je sais plus. Non, il y a de très mauvais chapitres écrits du point de vue de Jacob. Je crois que c'est dans le 3 ou le 4. Ah ouais ? Je ne me souviens plus. Ah, dans le 4 peut-être, Ouais. quand il rencontre René Smee. Ouais, mais encore avant, justement, quand il essaye d'oublier Bella et Spoilers. il essaye de trouver... Oh, pardon. Non, je déconne, c'est pas grave. C'est Twilight. Bon, juste, en gros, il cherche quelqu'un d'autre parce qu'il sait que c'est peine perdue et ils sont très très mauvais. Il est si creepy. Il cherche quelqu'un qui ressemble à Bella pour se distraire, mais voilà quoi. Ah, c'est sympa ça. Ouais. T'es pas prêt, hein ? Non, T'es t'es vraiment pas prêt. Oui, j'ai entendu des trucs sur l'enfant de Bella. Ouais. Non, mais il faut que t'en fasses l'expérience. Ouais, je vais Ne attendre. cherche pas à te Je vais renseigner attendre plus. d'abord. Le scénario de tous les films est signé de Melissa Rosenberg, qui avait auparavant écrit le film Dance Step Up avec Channing Tatum. Et à la télé, elle a écrit Ali McBeal, pour Ali McBeal, Dexter, The O.C. et était la showrunner de Jessica Jones. C'est éclectique comme parcours. Bonne petite carrière. C'est elle qui a écrit tous les films. Mais elle est surtout connue à Hollywood comme une des premières grévistes et une des têtes du mouvement pendant la grève des scénaristes de 2007. Et en fait, elle a travaillé super rapidement sur le script de ce film pour le terminer avant la grève. Et donc, le scénario est très rushé. Et même le tournage... Apparemment, ils ont quand même fait un film par an. Donc, à chaque fois, c'était super rushé. Je pense que c'est peut-être pour ça que la qualité, avec le temps, c'est peut-être... Ou alors les livres étaient déjà mauvais. Je pense que c'est plutôt le côté marketing qui a plombé la saga. Ouais. Ouais. En fait, j'ai surtout l'impression que la saga s'est aussi complètement reposée sur ses lauriers. Ils ont trouvé une recette qui fonctionnait et ils n'ont pas cherché à faire quelque chose de bon à partir de ça. C'est ça. Puis ils ont beaucoup trop mis... Enfin, je sais que les romans sont axés sur la romance, étant donné que c'est la découverte de la romance d'une adolescente qui tombe amoureuse pour la première fois et blablabla. Mais faut pas oublier aussi que Twilight, c'est bizarre. Et il y a un peu de surnaturel quand même. Enfin, faut pas aller chercher trop loin non plus, mais c'est pas qu'une histoire d'amour. Et malheureusement, à mesure que les films passent, l'accent est de plus en plus mis là-dessus et d'une façon qui est pas nécessairement toujours très glorieuse, je trouve, ou très à propos. Ah, je sais pas si je suis d'accord, parce que Premier débat. Après, c'est très personnel parce que quand j'avais lu les livres, par exemple, tous les segments avec les Volturi, j'avais trouvé ça sympa dans le 2, mais après, honnêtement, les Volturi, ils sont pas très crédibles en grand méchant et je m'en étais très très vite lassée. Du coup, au final, heureusement que je trouve même que les films mettent trop l'accent dessus. Enfin, je trouve qu'ils n'arrivent pas bien à se positionner par rapport à ça et ils ont du mal à faire des personnages qu'on découvre ensuite dans l'univers des vampires, des personnages complètement crédibles et pas des espèces de mauvais cosplayers qui ne savent pas quoi jouer. Mais ça, c'est dès le premier film. Non. Non. Oh non, parce que les antagonistes, ils sont un peu plus développés quand même. Ah bah je suis mal barré. Hein. Toi, tu trouves que, Je suis très mal barré là. tu trouves que dans le premier film, on est sur des cosplays de vampires On cosplays est sur les méchants. Enfin, les 3 méchants qu'on voit. Enfin, il y en a surtout 2 qui sont méchants. Ouais. Mais ils sont pas développés.
ils sont juste. Enfin, je trouve qu'ils viennent juste. On est les méchants. Enfin, à chaque fois qu'ils arrivent dans le film, c'est un peu le côté on est les méchants. Et en plus, ils kidnappent un peu le film parce que je trouve qu'il y a une romance entre Edward et Bella qui, pendant les 2 tiers du film, qui est vraiment là-dessus. Les 2 premiers actes sont vraiment centrés sur ça. Et le 3e acte, on te pique un peu l'histoire pour te dire et maintenant, il y a des méchants vampires. Et non, mais justement, les méchants, c'est James qui est poussé uniquement par son envie de tuer des gens. C'est un peu le contraire d'Edward. Et là, on voit à quel point Edward est un homme bon, un vampire plein d'amour. Pour moi, c'est un peu ça. J'ai toujours vu James comme contraire d'Edward, un peu comme Victoria, je pense, qu'elle s'appelle Victoria. Ouais. Victoria est un peu le contraire de Bella, parce que c'est un peu une femme super sexy et tout. Confiance en elle. Ouais, ultra confiante et tout. Et à côté, il y a Bella qui est en jean basket. Il y a cette espèce de côté contraire qui, pour moi, du moins, a comme but de mettre en valeur le couple Bella et Edward. Ça arrive trop tard dans le film, c'est ça mon problème en fait. Ouais, mais je trouve que ce méchant, sa trajectoire, elle est pas mal parce que il veut vraiment juste tuer Bella pour affronter Edward, un Edward qui a perdu le contrôle, qui est juste hyper énervé, qui se retient plus. Pour moi, c'est vraiment un chasseur au sens... Enfin voilà, il veut juste avoir un défi à sa hauteur, et je trouve que c'est plutôt... au moins, il y a une tentative de trajectoire du méchant, je trouve, là-dedans. Je trouve qu'il y a une petite tentative, c'est pas juste un méchant, quoi. Je trouve que son plan change un petit peu du juste « je suis méchant, je veux tuer Bella ». Non, il veut tuer Bella pour une raison qui est quand même d'affronter Edward. Je trouve ça... Voilà, tu vois, ça te permet un peu d'apporter quelque chose de plus à ton personnage, je trouve. On y reviendra. Le film est réalisé par Catherine Hardwicke, que tu aimes beaucoup, donc. Ouais, je défendrai. Réalisatrice de 13, Les Seigneurs de Dogtown et La Nativité. C'est elle qui a eu l'idée donc d'avoir la narration de Bella, sûrement pour coller au livre. En gros, elle disait que son but, c'était vraiment de retraduire le film de la façon dont il avait été écrit. Donc, même si elle n'avait pas accès à la première personne, à la perspective de Bella et à la première personne du roman, elle voulait quand même faire ressentir au spectateur ce que le lecteur pouvait ressentir en termes de physicalité, d'organicité et vraiment de profond désir et d'amour très, très, très puissant. Le premier amour, l'amour adolescent, celui qui est vraiment toujours... décuplé au centuple parce que c'est la première expérience, et c'est vrai qu'elle voulait un peu retranscrire le côté délire et obsession, etc., et le côté hypnotique aussi, et que voilà, elle voulait vraiment que le spectateur ait la sensation de se faire vraiment emmener avec les 2 personnages, et je pense que c'est pour ça qu'elle a tant mis l'accent là-dessus, et je pense aussi que même si le scénario a peut-être été un peu rushé, au final c'est pas très grave parce que c'est pas un film qui bouge. C'est pas un film qui se fait avancer par l'action, en fait. C'est vraiment le désir et l'émotion qui est le fil conducteur du métrage. C'est pas tant ce qui s'y passe, c'est plutôt ce qui s'y ressent. En tout cas, ce qui donne à ressentir plutôt. On ressent que c'est une femme qui filme. Ouais. Ça se c'est sent. Ça qui est cool. Et ça se sent après quand c'est plus le cas. Ouais, il paraît, ouais. Parce qu'elle s'est faite virer ensuite, par la suite. C'est complètement. Ça. En gros, elle, c'est vraiment une réalisatrice un peu indie. Elle avait fait 13, justement, qui a aussi cette espèce de blue wash, je sais plus trop comment on dit. Enfin, la colorimétrie vraiment très bleutée, elle avait fait 13 comme ça, elle avait refait aussi Twilight avec. Et c'était vraiment, elle vient vraiment du paysage un peu indépendant, un peu, voilà, une scène un peu pas connue, quoi. Et c'est vrai qu'après, dès que les producteurs ont vu le potentiel de la saga et de la franchise et les sommes que ça a rapporté, ils étaient genre, bye. Ouais, bye. Et remplacé par des hommes à chaque fois, donc systématiquement. Plutôt que de revenir la chercher ou quoi que ce soit, ils ont toujours... elle l'a très très mal vécu et elle a été assez vocale là-dessus. Voilà, il y a une très bonne interview d'elle dans Vanity Fair que j'ai lue aujourd'hui. Et elle se plaignait aussi que les autres adaptations de romans young adult, comme Hunger Games ou Divergente, c'était aussi que des hommes à chaque fois qui réalisaient. Ah là, je t'avoue que je suis pas plus... Bon, je lui fais confiance. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu cette grande mode pendant longtemps des romans young adults. C'était votre truc, vous ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Ça dépend desquels. Ouais, ça dépend ce que tu inclus là-dedans aussi. C'est vrai que c'est large, mais... Est-ce que Harry Potter, c'est un roman ? Oui, je pense, non ? Non. Je le mettrais pas nécessairement dans la même catégorie parce que c'est vrai que Twilight a impulsé un truc et a donné naissance vraiment à tout un truc qui après a été parti en sucette, et le cataclysme final du young adult pour moi c'est vraiment Divergente, quoi. C'est vraiment prendre tout ce que le young adult est censé faire en termes marketing et vraiment le réduire jusqu'à l'os pour proposer un truc qui est censé fonctionner économiquement mais qui concrètement est dénué de toute substance, quoi. Enfin, c'est terrible Divergente pour ça. J'en ai vu aucun. C'est pas plus mal, tu rates rien. C'est pire que Twilight 5 ? C'est pas la même chose. Ah ouais. Alors là, c'est un problème complètement différent.
C'est Déjà, il n'y a, Twilight 5, mais dès le début, tu vois. y a même pas eu de fin à Divergente tellement le film, la saga, elle a tanké. Ils devaient faire une série ou ensuite ils ont dû faire un film en 2 parties. Enfin, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit tellement les. Mais parce que il n'y avait pas de substance et même les téléspectateurs qui généralement sont pas plus regardants que ça sur certains médias et sur certaines franchises parce qu'ils y vont pour se divertir, on était là genre ah ouais ok non c'est vraiment trop vide. Vraiment nul, quoi. C'est un peu ce qui est arrivé à l'épouvanteur, non, le 7e fils. Connais pas. Parce que en fait, c'est les livres, moi je les avais tous lus aussi quand j'étais au collège et au lycée et j'adorais. Il y avait un côté ultra horrifique d'ailleurs dans mon souvenir, parce que bon, j'avais 13 ans, j'étais quand même facilement impressionnable. Mais le film est une catastrophe. C'est le truc avec Ben Barnes, c'est ça avec Ben Barnes, c'est Alicia Vikander. Et il y a Kit Harington dedans, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, il y a un super casting, mais le film est atroce. Il y avait pas un truc labyrinthe ou un truc comme ça aussi? Oui. Ça, c'était pas si pire, si je me souviens bien. Il y avait Eragon. Non, mais ça compte pas. Déjà, ils en ont fait qu'un en film. Ça aurait pu être... Ouais, mais ça a été un peu comme le 7e fils Eragon, en fait. Oui, ça a été mais ça va être rebooté. Eragon, Ouais, et je sais plus si c'est sous format sériel ou en long métrage, mais ça va être rebooté. Eragon, c'est en série, je crois, sur Disney+. Ouais, voilà, ça a été annoncé il y a quelques jours, mais ils avaient prévu plein de films sur Eragon. Vous voulez pas faire une série sur l'épouvanteur aussi, quelque chose comme ça? Aucune idée. Ils ont vraiment beaucoup d'ambition, et finalement, ça n'a jamais continué. Moi, je veux mon adaptation réussie de l'épouvanteur. Putain, je sais pas L'épouvanteur. Ouais, vraiment. C'est le fils de l'épouvanteur, quelque chose comme ça. Et le film, il doit s'appeler Le 7e fils. Au casting, on va surtout se pencher sur les 2 premiers rôles. Vous saviez que Stephanie Meyer avait imaginé Henry Cavill quand elle a écrit le rôle d'Edward. C'est autre chose, hein. Ça, c'est pas pareil. C'est Batman et Superman. Bon, ok. C'est juste parce pas qu'il a pareil. des longues canines. Non, mais ça va pas le faire, en fait. Non. C'est pas du tout le même. Heureusement que c'est pas elle qui a eu le dernier choix sur le casting. Hein. Non, mais c'est bizarre, quoi. Non, mais c'est horrible. Enfin, le mec, j'imagine pas du tout lui en vampire. Mais il ressemble à mais quoi? parce qu'on le voit, il a pas du tout ce côté ténébreux, gothique, justement. Et oui, effectivement, c'est un peu l'image du super beau gosse, un peu plat, effectivement, tel que décrit dans le livre. Mais honnêtement, il ne colle absolument pas au profil d'Edward comme je l'imaginais quand j'étais ado, parce qu'il y a dans ce qui dégage, il y a quelque chose qui est complètement incompatible. Et il est un peu trop parfait, alors que justement, Pattinson, on le voit la première fois, on dit. Je sais pas si je veux lui mettre une claque ou lui rouler une pelle, tu vois. Ah ouais, Henry Cavill en 2005. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que. Après, il y a un move, hein. Je pense il y a quand même que une énergie, je trouve. Pré-Superman aurait vaguement pu coller. Il était quand même pas aussi baraque et aussi poli. Et aussi c'est ça. Mais... Ah, parce que maintenant. Ouais, non, c'est. De toute façon, après, maintenant, le truc, c'est qu'on l'a identifié aussi. Enfin, Henry Cavill. Tout le monde le veut en James Bond, là, en ce moment. Quelle horreur. Alors que je trouve qu'au contraire, il est trop connu maintenant pour être. Je serais pas. Ouais, Daniel Craig aussi. Hein. Il était beaucoup moins connu, Daniel. Beaucoup moins, mais tu vois, il a juste fait Layer Cake. Hein. Quand il était dans Mission Impossible, Henry Cavill, moi, je pensais pas à Superman. Non, c'est vrai. Mais il avait une moustache en même temps. Et c'est vrai qu'il avait une super moustache. Mais je pense que ça pourrait passer. Pattinson, il venait de se faire virer de son boulot précédent et il était endetté. Donc, forcément, il a dit oui. Je savais pas pour le boulot précédent. Par contre, il avait dit qu'il était quand même assez. Il est connu maintenant pour renier la franchise, quoique je crois qu'il a un peu fait la paix avec depuis. Ça a l'air d'aller. Mais à la base, il était chaud. Hein. Il était hyper pour l'argent motivé. Ouais. Pour le premier, ils étaient vraiment. Enfin, je sais qu'ils avaient fait des interviews avec la réalisatrice et quand on les entendait parler avec Kristen Stewart. Ils disaient des choses intelligentes. Enfin, on voyait vraiment qu'ils avaient bossé leur personnage, qu'ils avaient qu'ils avaient discuté. Ouais, probablement. Ils avaient vraiment une discussion là-dessus et tout, et que c'était pas juste des gens qui étaient arrivés pour faire leur taf, pour juste regarder à côté de la caméra pendant 1h30, 2h en l'occurrence, il me semble. Mais et par la suite, justement, c'est devenu un peu ça, j'ai l'impression, parce qu'ils ont dégoûté par la façon dont la saga a vrillé. Ils ont été dégoûtés par, je pense, aussi les choix artistiques des réalisateurs qui ont pris la suite. Ça a vampirisé leur vie aussi. Ouais. Parce que du coup, t'as vu le jeu de mots. Les paparazzi et tout ça. Ouais, voilà, les paparazzi, le fait que maintenant la relation Edward-Bella devenait la relation Pattinson-Stewart. Enfin, ils pouvaient plus faire un pas dehors sans que ce soit. Ils se sont mis ensemble dans le film d'après ou celui d'après, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas dans le premier. Elle a 17 ans dans le premier. Elle a 17 ans dans le premier. Donc si c'était mis ensemble, ça aurait été limite. Quoi. Je crois qu'elle a fêté son 18e anniversaire sur le tournage. Ok, bon, ça va. Il a appris à conduire et à jouer au baseball pour le rôle. Wow. Et aussi, c'était la première fois qu'il faisait un accent américain. Et il a pas pris de cours pour le faire. Ça s'entend. Ouais, ça s'entend un peu. Il fait pas américain. Ouais. Le personnage, il est américain de base dans le livre. Il est. Bah non, ils expliquent qu'il est. Ah non, il me semble qu'il vient d'Europe, non? Ouais. Il vient d'Europe, oui. Et il est mort de la grippe espagnole. La grippe espagnole, donc. Ouais, du coup, moi, ça me gêne pas qu'il ait pas d'accent américain. Enfin, je vois même pas pourquoi est-ce qu'ils se sont embêtés à lui faire travailler un accent américain.
Il a pas une tête d'Américain. Pour plaire aux Américains. Ouais, mais pourtant, ils aiment. Ah ouais, non, j'allais dire, ils aiment bien l'accent british, mais quand c'est un méchant, donc ça marche. C'est vrai, c'est Ça plus marche souvent pas les motivé. méchants qui ont les accents british. Ouais. Mais ouais, en tout cas, il était chaud au début. Il a vraiment pris très, très au sérieux le rôle. Et il a d'ailleurs failli se faire virer pour ça, parce que justement, il avait lu les livres. Et il était passionné par le côté un peu ténébreux et je me déteste et je déteste ma condition, etc. du personnage. Et il avait vraiment travaillé ça à fond. Et les producteurs n'aimaient pas le fait qu'il sourit pas dans le film. Ils trouvaient que c'était pas assez bankable et pas assez commercial et que ça allait plus faire peur aux adolescentes qui étaient donc la cible du film. Et du coup, Au contraire. il y a eu une réunion de crise où en gros, et lui il pensait qu'il était safe. Il y a une super interview, je sais plus sur, bon tu la trouves facilement sur YouTube, où en gros il explique qu'il se pensait vraiment safe dans le rôle parce que le tournage avait commencé, que c'était lui, etc., etc. Et finalement le lendemain, son agent et les producteurs sont venus le voir et lui ont dit ouais par contre t'as 2 secondes pour changer ça tout de suite, sinon t'es viré. Et du coup il est arrivé sur le plateau le lendemain, il a fait salut tout le monde avec un grand sourire. Mais il avait mis, il y avait même un truc avec les bouquins où il y avait une productrice qui avait pris un livre, qui avait surligné tous les moments où Édouard souriait, il était un peu vaguement heureux, etc. Elle lui a donné, il a pris le même bouquin, il a surligné tous les moments où il faisait la gueule, fatalement toutes les pages étaient jaunes, il lui a rendu et voilà, ça c'est rigolo. Après, cette histoire de Pattinson qui renie Twilight, etc., moi, dans un sens, je comprends, parce que je pense qu'à l'époque du premier chapitre, Fascination, Ouais. il avait l'impression de faire un film avec Catherine Hardwicke. Enfin, le premier Twilight, pour moi, c'est un film de Catherine Hardwicke. C'est un film d'une autrice. Donc, je pense qu'il était un peu à fond là-dedans. Et forcément, les choix qui ont été faits après, t'as un peu l'impression d'être pris au piège, parce que je sais pas... peut-être que tu le sais, s'il avait signé un contrat qui incluait les 5 films. Normalement, ça incluait 4 films, mais je suis vraiment pas sûre de ce que je dis. Parce que justement, il n'y avait pas encore... Les autres films n'ont pas été validés tout de suite. Mais Le dès deuxième, il n'était pas déjà écrit... Je crois pas, je mettrai pas ma main à couper, mais il me semble qu'ils avaient d'abord voulu faire le premier, voir comment ça se passait, et ensuite lancer la franchise, si Ok. ça marchait bien. Mais oui, non, effectivement, au début, il voulait faire le truc parce que c'était un film d'auteur, et c'était un peu campy, et c'était un peu bizarre, et c'était ça qu'il voulait faire, parce que lui, il a toujours voulu faire des trucs bizarres, hein, que ce soit dans The Lighthouse, entre autres choses, et dans toute sa filmo, en fait. Parce que Twilight, c'est hyper bizarre quand tu regardes. Vraiment, l'histoire du premier Twilight, elle est vraiment hyper étrange. Mais c'est ça qui m'agace, c'est qu'on en a fait un truc hyper romantique. intéressant. Bah ouais, je comprends que ça puisse être hyper intéressant pour un acteur de dire je vais jouer Edward. En vrai, dans le premier film, moi, je trouve que c'est un personnage qui doit être intéressant à jouer pour un acteur. Après, forcément, dans le 3, c'est moins intéressant. Ah, Tu vois, ça. ça commence à... Enfin, je peux pas te spoiler, du coup, je veux vraiment Non, tu pas peux, te cacher. tu peux en dire vaguement ce que. Ouais, quand ça part en espèce de confrontation de triangle amoureux un peu neuneux et avec Mais des c'est pas, des c'est pas ça le enjeux. but de la saga, le triangle amoureux? Si, je crois, mais... Parce qu'on moi, on Bien m'a- cringe, hein, ça ça devient dépend. Ça le cringe. devient, quoi. Ouais, ça devient très, très... moi, on m'a vendu un triangle amoureux. Tu vas l'avoir. Il est pas encore là. Tu vas Il est il pas arrive, encore il là. Oh, il arrive. va pas tarder. Ouais, t'inquiète, le 2, là, t'es en plein dedans. Ouais. Apparemment, Kristen Stewart était le premier choix, si je me trompe pas. Oui. Il n'y avait pas Emily Browning? Ah, peut-être. J'ai entendu parler d'Henry Cavill, Emily Browning, j'en ai pas entendu parler, j'ai lu ça sur Wikipédia dans le métro en arrivant. Elle avait fait Mais- Into the Wild pas longtemps avant. Ouais, et c'est là que Catherine Hardwicke, elle a vu, et elle a vu la scène où elle est sur un canapé ou dans un van, je sais plus. Et Hardwicke avait été vraiment subjuguée par la sensualité qui se dégageait de Stewart à l'époque. C'est un peu bizarre de dire sensuelle alors qu'elle était mineure. Mais en tout cas, c'est ces termes, hein, je les reprends. Et c'est vrai qu'elle trouvait qu'elle dégageait quelque chose de très intéressant pour le personnage, qui était à la fois sensuel, mais aussi très en retenue. Et Bella, c'est l'incarnation de la retenue dans les premiers films. Et c'est vrai que c'est ça qui a influé son choix. Et après, elle a fait une journée casting que je trouve, à lire, c'était trop bizarre. En gros, elle a pris la meuf, et pour caster les garçons, elle a pris les 3 choix finaux. Et c'était à Kristen Stewart de donner son veto pour le dernier. Et en gros, ils ont fait en sorte de passer la journée ensemble et de... Elle devait embrasser chacun des garçons les uns à la suite des autres et voir avec qui ça matchait bien. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais ouais, C'est hyper étrange. c'est carrément chelou. On dirait une émission de réalité, de télé-réalité, tu sais. Ouais. Ah, puis c'est- Les trucs d'MTV, là. C'est ça. Love Island, Vampire Edition. Mais ça, c'est le genre de truc qui devait plaire à Pattinson, je pense, à l'époque. Ce genre de casting très étrange, très bizarre, dans lequel t'es dans la... Enfin, T'embrasses Oui. quelqu'un. non, mais t'embrasses quelqu'un, ça... Tu vois, je pense pas que ce soit l'intérêt numéro 1, mais tu vois ce genre d'élément de casting où tu passes la journée où c'est la personnage. Oui, c'était pas un casting C'est pas un en casting. bonne et due forme. Tu te pointes dans une salle, tu fais des scènes, et puis Ouais, il y a c'est dû ça. avoir de ça aussi, bien entendu, mais c'était Bah, au un début, casting très organique, mais- limite un peu sauvage, quoi. Donc, Bah, c'est ça, pour un acteur, c'est intéressant aussi. Enfin, là, je pense que tu passes ce casting-là, tu te dis, je vais faire un film
d'auteur hyper intriguant et hyper mystérieux, hyper brumeux, clair. quoi. Tu vois. Ben, tu sais qu'on t'a vraiment casté pour ce que tu dégages en duo avec l'actrice principale, Bah oui. plutôt que parce que t'es beau gosse. Et c'est un peu devenu ça par la suite. Au contraire, justement, c'est devenu Robert Pattinson, le beau gosse, point. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il était quand même pas mal dégoûté. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, Mais je pense. il est assez vocal là-dessus aussi, d'ailleurs, que il dit, ouais, je comprends pas les meufs qui sont là, genre, oh, waouh, Edward, il est trop romantique, il est trop parfait et tout. Il est genre, non, il est bizarre, et Twilight, c'est bizarre, et arrêtez de dire que... Enfin, je vais pas spoiler, mais à la fin, il y a des scènes dans les films suivant le premier, elles sont glauques, voire gore. Mhm. Il y en a une en particulier, et même lui, il a dit, ouais, je mets mon veto là-dessus, par contre, parce que c'est too much. En tout cas, je pense que je peux dire là que le grand point fort du film, c'est ces deux acteurs. Oui. Vraiment, je pense, hein, quand même. Tu trouves pas, non? Moi, Fais des grimaces. je parlerais de la réalisation. Ouais. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Je trouve qu'elle est très bien, la réalisation aussi. Mais c'est quand même, franchement, c'est gagné à la loterie hein, d'avoir retrouvé ces deux-là au final. Ouais. C'est un très très bon choix de les avoir mis ensemble. On sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. Et je pense que plus ces deux acteurs vont avoir une grande carrière, plus on va réévaluer Twilight avec le temps. En tout cas, le premier. Bon, c'est déjà le cas, je pense. Ouais. Là, Kristen Stewart, elle est quand même vraiment... surtout là, depuis Spencer, elle est vraiment considérée comme une grande actrice, comme une vraie actrice et comme une actrice légitime. Et il était temps, parce que, bon, à même pas 14 ans, elle avait quand même fait Speak, qui est tristement méconnu, mais qui est un excellent film et surtout un excellent témoignage de ses capacités d'actrice. Et quant à Robert Pattinson, bon, bah, c'est vrai que je pense aussi, pendant une période, il a pas mal renié la franchise justement pour s'en détacher, parce qu'il voulait avoir le côté acteur sérieux, je veux me mettre dans d'autres projets et pas des projets de minés. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à tourner avec les frères Sadfi et mon Dieu, j'ai perdu son nom. Et Cronenberg. Non, je parlais plutôt du réalisateur de The Light. Egger. Merci, Robert Egger. Et voilà, il avait envie de se légitimiser un peu. Je pense que c'est pour ça qu'il a renié la franchise pendant un moment. Mais maintenant qu'il est reconnu comme lui aussi un acteur talentueux et qui a encore pas mal de bouteilles à montrer, effectivement, les gens se repenchent sur Twilight et le voient différemment. Et moi, j'ai toujours été du parti de dire que non, Kristen Stewart ne joue pas mal dans Twilight. Elle joue ce qu'on lui a écrit. Elle le joue très bien, d'ailleurs. Elle respire toujours par la bouche, c'est comme ça, faut s'y habituer, c'est tout. Ouais, mais alors, on m'a appris que c'est ce qu'il fallait faire quand tu voulais être beau sur des photos. On lui a trop jeté la pierre, je pense, pour son interprétation de Bella, comme quoi elle est toujours en train de soupirer, de se toucher les cheveux, d'être perpétuellement maladroite et de balbutier sur ses mots et de jamais pouvoir aligner 3 phrases d'un coup. Sauf que déjà, la méthodologie de Kristen Stewart, ça a toujours été, et elle en a reparlé quand elle a tourné avec Olivier Assayas sur ces 2 films il n'y a pas très 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 longtemps, quoique ça commence à faire un peu maintenant, mais peu importe. En gros, elle apprend pas vraiment son texte, elle apprend l'idée générale de son texte, et après elle essaye de se débattre avec les mots pour donner... lieu à une interprétation un peu plus organique, un peu plus presque improvisée, quoi. Donc déjà, il y a ça à tenir, à garder à l'esprit. Et surtout, Bella Swan, elle a 17 ans, et je ne sais pas si vous vous rappelez comment vous étiez à 17 ans, mais c'est juste le pic de la maladresse permanente, et je trouve qu'elle joue très très bien son rôle. Elle le joue peut-être un peu trop intensément, effectivement, il y a des moments, c'est un peu exagéré, mais je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose de très touchant dans la façon dont elle s'est jetée à corps perdu dans cette interprétation vraiment maladroite. Et la meuf tombe amoureuse pour la première fois, elle comprend pas ce qui lui arrive dans sa tête, dans son corps, dans tout ce que vous voulez. Et pareil, à 17 ans, on a encore le corps en mutation, il y a encore les hormones qui font tout et n'importe quoi, on comprend rien à ce qui nous arrive. C'était une interprétation qui était vraiment très sincère, et bon, pas toujours très juste, mais est-ce que parfois, vaut pas mieux être sincère plus que juste? Bah, c'est vrai que moi je pense beaucoup aux images des ados, pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que je suis complètement d'accord. Formidable. Je pense beaucoup aux images des ados dans les teen movies qui sont des filles très confiantes, ou alors au contraire un peu la fille parfaite, mais toujours très cessée, ou alors elles savent comment répondre. Elles ont toujours un côté très, entre guillemets, clean. Et écrit. Oui, aussi. Ça pue l'écrit. Je déteste regarder un film et voir le scénario derrière les interprétations des personnages. Alors que quand je regarde Kristen Stewart jouer Bella Swan, je vois pas de scénario. Et pareil dans le reste des interactions de tout le premier métrage, à chaque fois qu'elle discute avec Jessica et tous les pseudopodes qu'elle se fait au tout début du film. C'est ça le lycée. Je suis désolée. Les gens sont là genre, ah, Twilight, c'est cringe. Oui, le lycée est cringe. L'adolescence est cringe. Je trouve même qu'ils sont soft, hein, franchement. Franchement. Mais justement, je l'ai revu et franchement, je pense qu'on peut trouver pire, non? Ah oui, il y a pire. Ouais, mais je veux dire. Je pense qu'il y a bien pire, mais ouais. Oui, 14 ans. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que le pote Mike, bon, il est pas méchant, mais il est un peu lourd. C'est le nice guy. C'est le je suis gentil avec toi, donc tu dois m'aimer. C'est un peu ça, ouais. Complètement ça. Après, il y a quoi? Il y a la pote Jessica, qui, je pense, est le personnage le plus sympathique, sans exagérer. Alors que dans le livre, c'est
c'est une anguille. Cette Ah oui, non mais elle est horrible. Mais en Ouais. fait, dans le film, elle est trop sympa. Et Bella, elle la snob tout le temps, c'est horrible. Mais bon, Mais Bella Jessica, est insupportable avec tous les gens du Non, lycée. mais hein. même Bella, en fait, c'est ultra Ouais. égocentrique, c'est une catastrophe. C'est vrai que. Elle les envoie chier, elle leur répond pas quand ils parlent, elle fait rien. Et eux, ils sont super sympas avec pendant tout le film. Et elle ne les calcule pas. Non, mais même. Ouais, mais c'est aussi un modèle d'introversion, cette fille. mais, Oui, mais oui, en non, fait, c'est le but du personnage, mais en même temps, il y a un côté un petit peu comme Edward au début de leur relation est super distant avec elle. Elle est comme ça tout le temps pendant tout le film, j'ai cette impression. bah, après, je trouve qu'elle est vraiment égocentrique parce qu'elle voit Edouard être bizarre à côté d'elle. Première pensée, oh mon Dieu, il me déteste. Alors que bon, ça se trouve, le mec, je sais pas, il était malade, un truc comme ça. T'as de l'anxiété sociale, c'est ce que ça te fait. Ouais, mais voilà. Enfin, Il se c'est un pince peu le nez bizarre. dès qu'elle entre dans la pièce. Quoi. ouais, mais moi, je me suis dit, je sais pas, il est malade, enfin, un truc comme ça. Après, il demande à changer de cours. Moi, ce que j'en déduis, c'est ouais, bah, il aime pas la bio, du coup, il veut changer de cours, il veut arrêter la bio. Et elle se dit, oh mon Dieu, il m'aime vraiment pas. Et au lieu de se dire, bon, bah, il m'aime pas, tant pis, elle se dit, je dois deviner pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas. Et tout ce qu'Edouard fait, ou tout ce que les gens font autour d'elle, elle le rapporte toujours à elle. Puis même au début, elle arrive chez son père, première réflexion, oh non, il y a qu'une seule salle de bain. Enfin, elle est insupportable, Bella. Ouais, c'est une ado, quoi. Ouais, moi je trouve ça cohérent aussi dans l'écriture. En vrai, voilà, tu montres quelqu'un de 17 ans qui déménage, qui connaît personne. Je trouve. Je vais Ah, pas mais dire que j'étais probablement comme ça quand j'étais ado. Je pense aussi. qu'on était tous comme ça en T'es vrai. très, très, Oh, très il y a des- égocentrique Je quand pense t'es qu'on ado, on est odieux. On Ah est ouais. odieux et je pense que c'est un peu la seule manière de diriger Robert Pattinson et Kristen Stewart dans le premier Twilight, en fait, d'accentuer les réactions le jeu de Robert Pattinson dans le premier Twilight. Pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le voir carrément se boucher le nez, mais faire une tête de 6 pieds de long quand Kristen Stewart rentre dans la classe, etc. En fait, le too much. Je trouve que c'était la seule manière de sauver les interactions entre les deux. Et puis encore une fois, c'est cohérent avec la filmo de Catherine Hardwicke qui adore ça. Je suis Donc, complètement d'accord. si tu fais pas du too much dans Twilight 1, mais putain, c'est chiant, c'est triste, c'est gris, c'est déprimant, quoi. Ça marche pas. Ça Ouais, marchera jamais. c'est- D'ailleurs, c'est c'est ce qu'ils vraiment, essayent de faire, un jeu beaucoup plus naturaliste. Dans le 3, dans le 4, ils essayent de faire un truc alors que le scénario est 1000 fois plus neuneux, de faire une direction d'acteur 1000 fois plus vraie, entre guillemets. Putain, c'est terrible. Ouais, le mais camp, pire que tout. il y a un côté camp Ouais, complètement. dans Twilight, en tout cas dans celui-là. À côté, C'est complètement Camp, assumé. c'est pas comme comment on dit camp, c'est pas comme kitsch, mais je connais pas. c'est dans la manière de jouer un peu par exemple le Batman des années 60 est camp. Ok, d'accord. Oui, dans les- Exemple. il bouge partout, il est dans C'est l'hyper très- réaction. voilà, on est plus. Il y a Ok. un côté kitsch quand tu le regardes limite quoi. Non, mais on en revient à l'émotionnalité, en fait. C'est vraiment retranscrire ce trop-plein d'émotions qu'on ressent à 17 ans pour 1000 raisons, pas que l'amour. Et je trouve qu'effectivement, le fait d'en faire un peu trop, bon, bah, effectivement, si t'es habitué à regarder du Ken Loach, oui, ça va être compliqué, mais. Enfin, voilà, quoi. C'était le but de la manœuvre, c'est fidèle au livre et c'est fidèle aux propos. Et Et c'est fidèle aux adolescents de 17 ans, quoi. Mais Mais c'est À ça. 17 ans, comment on surréagit, mais c'est ça. enfin, c'est cohérent, c'est normal. Moi, à 17 ans, tu te fais plaquer par ton premier amour, mais t'en fais des caisses. Bien T'en sûr. fais des caisses, c'est normal que tout tourne autour de toi. Mhm. T'es hyper. Enfin, vraiment, c'est terrible. Là, c'est pareil. Je trouve ça normal que les sentiments dans le premier Twilight paraissent exacerbés. Et pour moi, c'est un signe d'intelligence de se dire allez, j'ai pas peur du kitsch, j'ai pas peur qu'on puisse dire que c'est too much. J'y vais, quoi. Bah, en fait, c'est vrai que là, on a commencé à parler des personnages, mais pour moi, tout le film est comme ça. Bien sûr. Le film, La scène de il est, baseball. la scène de ouais. baseball qui est complètement fétichisée, mais au ridicule, avec les mouvements complètement exagérés des personnages. Les Mais est-ce que ça clairs. n'a pas Le- été ton éveil sexuel à 14 ans? Le film complètement bleu, Je les propose musiques un un peu truc. niaises tout le temps. Enfin, je trouve que le film est totalement... C'est Too much. l'esprit de Bella filmé, en fait. Le film et sa tête. Enfin, ça filme son cerveau. Il y a un petit budget de 37 millions, ce qui est pas beaucoup pour l'histoire de la saga, parce qu'on fait beaucoup de blockbusters où là c'est dans les 200 millions de nos jours. Mais surtout presque 410 millions au box-office, qui est un bon retour sur investissement, pas dégueu. Après, la campagne marketing, elle a coûté cher, non? C'est possible, ouais. Ouais, je me demande si tu peux pas. Je pense que le budget est plus proche des 50 millions que de 37. Hein. Même Ouais, tu penses potentiellement, avec- tu doubles ton budget même. Ouais, c'est possible. Je serais pas surpris. C'est vrai qu'ils mettent pas ça dans le budget de la production la plupart du temps, c'est à part. Ah, le premier Twilight, il coûte pas cher. Hein. Non. Les acteurs, pas hyper. Il n'y a pas vraiment de grosses têtes d'affiche.
Il n'y a pas de grosses bastons, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est des cascades. Ils sont moches. C'est dur, mais... Non, ils sont moches. Non, c'est vrai que c'est camp. Ils se sont vraiment pas embêtés. Ils ont fait le truc le plus simple possible, le moins coûteux possible. J'ai l'impression qu'ils se sont même pas posé la question de comment est-ce qu'on le fait bien. Et en même temps, on s'en fiche un peu, je trouve. On n'est pas là pour juger les effets spéciaux. On est vraiment là pour la romance. Et le côté un peu kitsch des effets spéciaux qui se voient, et je trouve que ça rentre même un peu dans le côté esprit de Bella, complètement rêveur, qui fantasme des trucs. Bah, son vampire a un torse qui brille. Le truc, c'est que ces effets spéciaux-là, ils définissent aussi... Enfin, du coup, ouais, ça va dans le sens qu'ils n'avaient pas prévu que ce soit une saga de 5 films. Mais du coup, le premier film définit une direction artistique. Normalement, dans une saga, le premier film définit la direction artistique qui fait que ta saga va rester cohérente. Là, ça n'a aucune cohérence. Enfin, je trouve même, tu regardes des plans de Twilight 3 et de Twilight 1, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens. Ouais, il y en a un qui est étalonné et pas l'autre. Bah, il y en a un qui a des plans, c'est presque des inserts. Dans le 1, il y a des plans qui sont vraiment quasiment des inserts. Dans le 3, c'est filmé c'est très lisse, de manière plate, de manière lisse, comme n'importe quel autre blockbuster un peu friqué, étalonnage typique du blockbuster. Ça ressemble plus à une pub qu'à Twilight au final. Le premier avait des petits aspects pub aussi, mais forcé justement, tellement forcé. Mignon. Supermassive Black Hole, baseball, les scènes comme ça, c'est un clip MTV, mais je suis complètement d'accord avec ça. Ah mais non. Mais justement, pour moi, ce côté MTV, ça se rapproche de 13, de ce que faisait à la base Hardwick. Moi, j'adore cette scène. Et je pense qu'elle a vraiment fait cette scène avec le côté, tu dis pub, mais je pense que c'était complètement volontaire d'avoir ce côté, justement, où elle fétichise tous les mouvements, où les vampires, ils font un truc complètement kitsch, où ils font des grands gestes, ils sont super forts, super concentrés et tout. Le moment où c'est vraiment la balle... Le moment où il saute dans les airs, il y a un Alice, je vois le plan, ouais, celui-là. Ce fameux plan d'Alice. C'est comme ça que tu te rends compte que t'es Team Bella. Eh bien, je propose qu'on passe au film. Bella Swan a un nom très cool et se retrouve à aller vivre chez son père dans la petite ville de Forks. Forks, sérieusement, c'est une vraie ville, Forks ? Oui, ouais. Ok. C'est pas beau comme nom, ils auraient pu trouver un truc plus sympa. C'est devenu un super lieu de tourisme d'ailleurs. Ah ouais, ah bah tu m'étonnes. Ouais. Grâce à la saga. Ouais. Comme Twin Peaks à côté, qui est pas très loin d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. C'est devenu vraiment une attraction. Et donc elle doit aller vivre à Forks dans l'état de Washington parce que sa mère est partie vivre dans un van pour faire du baseball. Là encore, il y a beaucoup de baseball dans ce film. Hein. Elle aime bien le baseball. Son père a une très belle moustache. C'est le pur cliché du père dans ce genre de film. C'est le meilleur personnage. Il a l'air sympa. Hein. Team Charlie, en fait. Oui, quand tu vieillis, tu deviens Team Charlie. Tu grandis et tu deviens Team Charlie. C'est-à-dire, tu veux plus qu'elle soit ni avec Edward ni avec Jacob ? Non, pas du tout. C'est juste que tu ne te vois plus vraiment en tant qu'adolescente. Et tu te dis que c'est un peu cringe de t'intéresser à des adolescents. Et là, du coup, tu vas voir vers les personnages plus âgés. Tu fais « Ah, le père de Bella, il est pas mal en vrai. » Il est pas mal en vrai. C'est le seul personnage qui surréagit pas en fait. Ouais. C'est vrai qu'il est... Ouais, c'est un papa. C'est parce que c'est l'adulte. le daron, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est encore... Il est sympathique. Les hormones, c'est passé. Il est sympa. Il est pas très doué avec sa fille, comme sa fille n'est pas très douée avec lui. Mais il est vraiment sympa. Ouais, il est volontaire, il est super touchant en plus. C'est la moustache qui fait tout. Ouais. Et en plus, c'est un flic, donc forcément, il sait pas communiquer. C'est un peu le cliché du père flic. Enfin, il y a un peu toutes les cartes. Ouais, mais je trouve que justement, il joue pas mal. Enfin, il danse pas mal autour parce que même s'il a vraiment toutes les cartes pour être le papa un peu qui sait pas se. Il a du mal avec son adolescente. Il sait pas. C'est la première fois qu'il est père. En plus, c'est une fille. Il a du mal. Ils ont pas de trucs en commun. Enfin bref, peu importe. Je trouve que justement, il y a quand même un côté très touchant là-dedans. Ils se sont bien débrouillés. C'était pas si cliché que ça. Il a pas le côté archi-viril en fait. Ouais, voilà. Il est très doux avec sa fille. Il a juste envie que ça se passe bien avec elle. Il a envie de lui donner des... Il essaie de créer un lien avec sa fille, alors il essaye avec la voiture et... la couette. Et la couette. C'est du violet, c'est ta couleur préférée. Tu sais, le papa qui a retenu, parce que quand elle avait 8 ans, sa fille lui a dit « ma couleur préférée, c'est le violet ». Puis il a bien retenu ça parce qu'il tient à sa fille. Et au final, qu'est-ce qu'il fait pour faire plaisir à sa fille ? Il lui achète une couette violette, donc forcément, c'est pas ce à quoi on peut penser. Non, mais c'est maladroit, mais c'est touchant, c'est un papa qui aime sa fille. Je trouve ça vraiment touchant, en fait, le fait qu'il ait retenu que sa fille... aimait le violet, que c'était sa couleur préférée, c'est trop mignon. Non, puis je pense que ça c'est un petit segment à part, mais j'en ai marre de voir des représentations de papas au cinéma qui n'aiment pas leurs enfants et qui n'aiment pas être pères surtout. C'est pas qu'ils aiment pas leurs enfants, c'est qu'ils aiment pas être pères.
Et je trouve que c'est très wholesome, la relation entre eux. C'est vrai que je trouve qu'il y a tout un truc autour de la paternité où, comme il faut garder surtout dans les films américains, comme il faut garder cette image vraiment virile de l'homme et vraiment très je montre pas d'émotion parce que moi je suis un mec, je suis un vrai, j'ai des muscles et des parties. Il y a toujours vraiment ce côté dans la retenue, ce côté c'est ça en fait, c'est le côté retenue. Pourquoi est-ce qu'un père est touchant parce qu'il est dans la retenue? Pourquoi est-ce qu'il est pas touchant parce qu'il est dans la retenue, etc. Alors que le père de Bella, il est pas dans la retenue, il est maladroit, mais il essaye, il est volontaire, il y va quoi. Et c'est mignon et c'est chouette et ça fait du bien parce que les papas aiment leurs enfants en règle générale. J'aurais bien aimé une scène où il dit à Edward, je vais te casser la gueule. Voilà, la scène du fusil, elle est pas mal. Hein. C'est vrai, il y a ça. Bring him in. J'adore cette scène. Et le truc où il fait... là, ça se verra pas parce qu'il n'y a pas de caméra, mais le truc où il fait ça au-dessus de sa tête, il fait la petite auréole de l'ange, là, c'est adorable. Une des premières personnes qu'elle rencontre en arrivant, c'est Jacob et ses cheveux. Sa perruque. Oui, je ne savais pas qu'il avait des cheveux longs dans le premier. J'étais un peu surpris. Ça va pas durer. Ouais, c'est ça. Parce que, toutes les images que j'ai vues de lui, il a les cheveux courts après. Ouais. Bah, tu vois d'ailleurs dans le dernier plan. Ça lui va mieux les cheveux courts entre nous. Attends, la perruque, elle se soulève. La perruque se barre à un moment. En fait, dans le tout dernier, enfin pas le tout dernier plan, mais je veux dire dans les derniers plans où on voit Jacob dans le premier film, où il va voir Bella juste avant son bal de promo et lui dit ouais non, faut pas que tu traînes avec Edward, blablabla. Si tu regardes bien, sa perruque est mal collée. Il y avait pas c'est un pré-shot de il se coupe les cheveux dans le prochain. Il y avait pas un truc avec Jacob genre dans le 2, c'était pas sûr que ça allait être lui qui allait reprendre son rôle parce qu'ils étaient en mode bon bah il sera pas assez il y avait quelque chose imposant comme ça, physiquement etc. Oui, donc ça, Tyler Lautner qui vraiment n'a et puis il voulait quelqu'un de plus bankable aussi, je crois. Ouais, je crois un truc comme ça. C'est vrai que lui il a eu aucune carrière après. Zéro. Bah il a fait la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur un film d'action hyper gênant, j'ai même plus le nom du film. C'était terrible, mais c'est pas il y a pas longtemps que ça 3-4 ans, un truc comme ça. Mais bref, ils étaient en mode pour le deuxième épisode, on va le dégager parce qu'il est trop frêle, il est pas assez bankable. Du coup, il s'est donné à fond et il a pris genre, je sais plus, 30 kilos de muscle ou un truc comme ça. 30 kilos, ça me paraît énorme. 10 kilos de muscle, j'en sais rien. Bref, il s'est donné à fond, il s'est mis en mode full gonflette pour pouvoir enlever son t-shirt et être torse nu pendant tout le deuxième. Et tu vas le voir, c'est le début de la légende. Jacob, mais voilà, tu vois, genre, au début c'était pas lui qui était censé rester. Je crois me souvenir qu'il est plutôt bien foutu dans ceux d'après. Ouais, c'est too much. C'est un peu trop. Too much. Là, c'est le too much, mais pas le bon. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment team Jacob dans la vie? Oui. Parce que j'ai toujours souvent croisé des team Edward, mais. Alors en général, les gens sont team Jacob. Puis pendant le 4, ils deviennent team Edward. Ouais, mais là c'est normal, c'est du bon sens. Ouais, oui. Ouais. Le 4 c'est angoissant. Mais... Moi, là, en voyant le premier, Jacob a 3 scènes à peu près dans le film. Celle du début, celle où il vient faire de l'exposition pendant 2 minutes et ensuite il redisparaît. J'étais là, quand la scène s'est finie, j'ai fait merci Jacob, c'est gentil d'être venu. Bon, on a dit que c'était la grève des scénaristes. C'est moi, je viens juste pour t'expliquer un petit peu le contexte du truc et après je me rebarre et on le revoit à la fin. Avec le montage en sépia. Voilà, on le revoit à la fin. Sympa, et comme personnage. Il est très sympa comme personnage, Jacob. Ouais, dans le premier. Dans le premier, il est sympa parce qu'après il devient problématique. Hein, mais dans le deuxième, ça devient vraiment un personnage principal. Enfin là, t'as rien vu, mais ouais. Dans le là, on deuxième, peut virer Jacob du film, il y a pas de problème. Quoi. Ouais, c'était vraiment juste pour annoncer. Regardez, enfin je sais pas dans les bouquins si c'est pareil. Je m'en souviens pas très bien pour être honnête. Ouais, il me semble qu'on s'en fiche un peu de Jacob. Dans le premier, on s'en fout un peu. Je m'en souviens plus trop non plus, mais ouais, il prend vraiment de l'importance dans le deuxième. Mais on nous donne des indices que c'est un loup-garou, que sa tribu vient des loups, etc. Oui. Donc, après, je ne sais plus comment Meyer avait écrit les livres. Je sais plus si elle voulait s'arrêter après le premier ou si, en rendant le manuscrit, on lui a proposé une saga ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si elle a écrit le premier avec l'idée de faire une suite derrière. Mais on y reviendra plus tard, je pense. Twilight aurait dû s'arrêter au premier. Tu sais, si tu savais le nombre de fois que j'ai dit ça dans la saga, pas forcément sur Twilight, mais sur à peu près toutes les sagas, genre ça aurait pas été plus mal de s'arrêter là, tu vois. Non, mais parce que je pense que Twilight était pas pensé comme une saga à la base. Et la fin du premier conclut bien les arcs narratifs de tout le monde. Il y a un côté un peu bittersweet, un peu doux amer qui est assez touchant et assez original dans le cinéma, je trouve, où on est toujours en train de vouloir faire tout l'un ou tout l'autre. Là, il y a vraiment ce côté en demi-teinte où t'es à moitié content parce qu'effectivement les personnages finissent ensemble, mais d'un autre côté Bella est pas devenue le vampire qu'elle aurait aimé être et ça laisse une espèce de petite porte ouverte qui donne libre cours à ton interprétation. Et
Pour moi, le premier avait une très très bonne fin et c'est vraiment dommage d'avoir voulu faire des trucs derrière. Et je pense aussi que c'est pour ça que le personnage de Jacob est parti un peu en sucette, parce que Meyer ne savait pas quoi faire avec et qu'elle s'est dit comment diable est-ce que je vais faire tenir une intrigue sur trois livres après ça. Et du coup, elle en a fait un espèce de de love interest bateau et qui devait qui devait vraiment être tenir lieu d'antithèse à Edward. Et du coup, elle s'est dit bon ben. Et voilà comment on se retrouve avec un mec super cringe. Après, je suis pas mécontent que le deuxième film existe, moi, parce que ça permet vraiment. Je suis sûr que sans le deuxième film, le premier serait pas revalorisé. Ça te permet vraiment de voir à quel point, en fait, avoir une réale derrière, ça change beaucoup de choses au regard. En fait, toutes les qualités du premier sont tellement mises à mal dans le 2 que ça te revalorise forcément le premier. Mais il n'y a pas besoin de revaloriser quelque chose s'il n'a pas été dévalorisé par la suite. Il a été dévalorisé avant même de sortir. Mais Twilight, le 2 c'était a été une blague. dévalorisé. Oui, parce que je me souviens très bien. C'est qui déjà qui a réalisé le 2 Johnny Nobody. Je sais plus qui c'était. Le mec n'avait rien fait de Un notable Yes Man, avant. sûrement un Yes Man. Et en fait, il avait dit Rien que avant Monsieur Google qu'il ne saurait dire. voulait pas réaliser Twilight. Il avait dit quelque chose, c'est un vieux truc pour les midinettes, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et en fait, il a dit non, mais c'est parce que j'avais pas vu le film et j'avais pas lu les livres. Après, j'ai été tellement touché. Il a été touché par le chèque. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, je pense, c'est bizarre parce qu'il y a eu cette image de Twilight pour les filles, pour les adolescentes. Bon, évidemment, tout ce qui est associé aux adolescentes, on a tendance à se dire c'est complètement stupide. Mais ouais, je sais pas à quel moment c'est vraiment né cette réputation de Twilight, le navet pour ados. Quand le premier Twilight est sorti, je me souviens plus vraiment je n'étais pas allé le voir au ciné, mais j'étais dans le rejet déjà. Tu vois, enfin, je me souviens qu'autour de moi, dans la bande de mecs gogoles de 14 ans, on était dans un rejet parce que toutes les filles du collège allaient le voir. Parce qu'il y a Et ce on était côté, en mode, c'est un truc pour les filles. Ça, c'est juste parce que t'étais C'est- jaloux des ados de Robert Pattinson. À l'époque, j'aimais pas encore assez Robert Pattinson, mais vraiment, je pense que c'était un truc assez généralisé. C'était un truc qui Ah, c'est divisait. vrai. Twilight. Je pense qu'il y avait un rejet global des adultes et des mecs pré-ados de 13-14 ans qui étaient en mode franchement. C'est un peu ça- comme les boys bands ou ce genre de choses. Après, j'étais très Team Tokyo Hotel. Ah Attention. ouais. Attention avec C'est les vrai, boys c'est bands. comme les adolescentes vont aimer les boys bands, donc forcément c'est de la merde. Tu vois. Mais, Non, mais c'est toujours comme ça. Ouais, tu vois, il y avait toujours Donc des. les Beatles c'est de la merde par exemple. tu vois. Après, Non, après, est-ce qu'on est vraiment avec les Beatles sur Twilight? non, on n'est pas. Mais, Non, mais à la on est pas base, là. c'était un truc de midinette, les Beatles. Bah oui, Ça a été c'est vrai, réhabilité c'est un par la boys band suite. plus ou moins à l'origine. Oui, de toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue parce que même si, tu vois, genre à l'époque où Tokyo Hotel Tain, t'avais les gars qui étaient en mode, enfin non, moi c'est de la merde, j'écoute Rammstein. Puis t'avais les gars qui étaient en mode, non, Rammstein c'est de la merde, je préfère Linkin Park qui crie plus fort. Enfin, tu vois, genre c'est toujours un petit peu cette espèce d'élan de virilité du, ok, moi je suis un bonhomme, je vais pas regarder Twilight, tu vois. Donc moi, Twilight, j'étais pas allé le voir au ciné, je l'ai découvert qu'un peu plus tard. Limite en cachette, je me demande, tu vois, comme si je crois que j'avais fait ça pour LOL et Twilight, tu vois. Non, mais LOL, j'étais tu allé peux en rester cachette. en LOL, c'est cachette mauvais, en par fait. contre. Ouais, tu t'es pas obligé de dire que c'est tu dommage l'aimes. qu'il n'y ait pas de saga LOL parce que j'aurais défendu LOL aussi. Bah il y en a deux. Oh là là. Ouais. Oh, bah, il y a un je crois que remake. Il y a le remake. US, Il y a le remake. pareil, le remake S'il y a une US suite un jour, valorise de ouf. le s'il y a une premier suite film. un jour, ce sera Mais dans bon. le chapeau. Bon, La saga LOL. Je me suis rarement demandé comment j'allais mourir. Mais mourir à la place d'un être cher me semble une fin enviable. Au lycée, Bella rencontre des gens comme bébé Anna Kendrick. Elle était toute jeune. Elle a quel âge Anna Kendrick dans ce film? Je savais pas qu'elle était là. Non, mais Anna Kendrick est toujours toute jeune. Elle en fait toute jeune, Elle, ouais. elle a la trentaine, elle fait toujours 15 ans. Elle est Ouais. immortelle, cette meuf. Qu'est-ce qu'elle devient? C'est elle le vampire. Il y a une autre de saga avec Anna Kendrick dans le chapeau. Ah, Euh, Pitch Perfect. Il y a Oui, Pitch ça. Perfect. Il y a Pitch Perfect dans le chapeau. Je le ferai jamais, mais Oh, pour ton plaisir personnel. quand il me restera plus rien. D'ailleurs, Twilight, normalement dans le chapeau, je fais une sélection d'à peu près une dizaine de sagas et j'ajoute une boule noire, comme dans Motus. Et Twilight était la boule noire depuis 1 an et demi. Et je suis enfin tombé dessus. Donc j'ai dû mettre une nouvelle boule noire. À votre avis, quelle saga en rapport avec Twilight j'ai pu mettre dans le chapeau? Hunger Games. Non, c'est pas une boule noire, ça. C'est encore un truc avec des vampires. Non, c'est en rapport avec Twilight. Mais en C'est- rapport direct. Oh, les âmes vagabondes. Non, Non, j'espère que c'est pas 50 Shades of c'est Grey. 50 Shades of Grey. Dieu, il faut que tu me réinvites. Ah non, mais moi Eh aussi. ouais. hein, Là, je vais pas défendre. Non, mais moi, j'aime bien le premier. Sérieusement, premier degré. Bon, le premier, pas les autres. Mais en tout cas, donc la nouvelle Ouais, boule c'est noire, juste parce c'est que- 50 Shades of Grey.
Et ce serait marrant que là, la prochaine fois que je fasse le tirage au sort, j'enchaîne direct avec 50 Shades of Grey. Je pense que ça pourrait me tuer, quoi. Bah, en vrai, tu devrais le faire tout de suite après, étant donné que c'est juste une mauvaise fanfiction qui a explosé. Mais j'ai Ce serait attendu pas- justement qu'on fasse Twilight avant de le mettre dans le chapeau, Ouais. parce que c'est logique de faire Twilight avant de faire 50 Shades. E.L. James. Je me demande si le 2 est pas le pire film que j'ai vu de ma vie. J'ai vu le premier en avant-première possible. avec que des fans du livre et j'étais le seul mec dans la séance. Oh. Ah ouais, Ouais, Et c'était quelle, très- quelle expérience? Qu'est-ce que t'en as c'était très tiré? spécial. J'en ai tiré que ça fait beaucoup wouh toutes les 2 secondes. Alors qu'il n'est pas si chaud que ça, ce Non, C'était film. vraiment Non, y drôle a comme rien, séance y a parce rien que dans les ce gens étaient morts de rire. En fait, ils regardaient ça comme un spectacle comique. Ouais. Et du coup, il y avait une super bonne ambiance dans la salle parce que les gens étaient tous morts de rire. Alors que ce soit les fans qui hurlaient dès qu'il y avait le mec à l'écran, ou alors des gens venus pour se moquer du film qui étaient morts de rire. Il y avait une espèce de communion assez. Quelque chose d'assez amical, au final, très bon enfant, qui était plutôt plaisant, je dois dire, dans la salle comme Ah, ok. ambiance. Oh, puis Dakota Johnson, quoi. Mais ces gens, ils Moi, j'ai Madame Web. regardé le film pour Dakota. vraiment au premier degré, les fans de 50 Shades of Grey. Genre, j'ai toujours pensé que c'était un espèce de mythe. Bah écoute, moi j'ai jamais été fan, donc je peux pas te Ouais, répondre y en a. de manière extrêmement complète, mais ouais, il me semble qu'il y avait quand même des vrais fans premier Oui, degré mais c'est des- de Fifty Et Shades. c'est pas des ados forcément, c'est des. Non, non, Pas c'est des forcément femmes, des femmes. généralement d'âge. Ouais. On appelle ça du mommy porn Ouais, c'est pour, ça. pour votre oui, culture ouais. personnelle. Ouais, Voilà. les bouquins, ouais, les bouquins. Et, oui. Je vois c'est le vrai que c'est la démographie qui a été. Dans la touchée salle, par le c'était film que aussi. des femmes de 40 ans, 50 Ouais. ans. Mais parce que c'est le fantasme Ouais. de tes ovaires. Enfin, c'est pas tes ovaires se dessèchent, mais ton mari fait plus rien, quoi. Donc, En fait, je pense que c'est aussi des femmes qui n'ont pas forcément eu accès à des histoires érotiques, à du porno ou quoi. Oui. Elles n'ont pas eu vraiment accès à des fantasmes écrits pour elles ou filmés pour Ouais, elles. sinon, c'était Emmanuel, quoi. Ouais, voilà. Et pour la première fois de leur vie, elles se retrouvent avec quelque chose, un semblant d'histoire un peu érotique filmé du point de vue d'une femme. oui, Et là, c'était elles se surtout sont ça, dit, je pense. ah, ben voilà, ça c'est pour moi. Je pense que Fifty Shades of Grey a été important pour ça. Pas pour sa qualité, mais les gens se sont Non, parce que retrouvés c'est du dedans très pour ça. mauvais BDSM. Je vais juste expliquer quand même pour les gens qui sont pas au courant. 50 Shades of Grey, à l'origine, est une fanfiction de Twilight. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais éhonté en plus. Voilà. C'est Et en fait, elle a vraiment- plus ou moins changé les noms ensuite. Et, et allez, c'est parti, quoi. C'est probablement le truc le plus mal écrit que j'ai lu de toute ma vie. Ah, c'est pas probable. Hein, c'est... Pire que Ready Player One? Ah oui. Ah, quand même. J'ai pas lu Ready Player One, mais en fait, tu vois, les fanfictions dégueulasses où il y a écrit Summer dit 2 points. Salut, comment ça va étoile, elle était intimidée. Ouais. Wattpad C'est 2008. C'est exactement écrit comme un scénario, Tellement quoi. Wattpad. Ouais, c'est écrit comme un scénario. ça. Non, comme un mauvais Ah, scénario. mauvais, oui, bien sûr. Très mauvais scénario. Avec des fois des self-inserts de l'auteur, genre ah ouais, j'arrive pas à croire que je lui ai fait dire ça. Mais ça existe encore. Hein. Aucune J'ai idée. une pote qui bosse dans des éditions. Je sais pas si vraiment. Ouais, je peux les nommer, on s'en fout. Qui s'appelle, je crois, les éditions addictives, mais c'est terrible ce qui sortent. Tu sais, c'est vraiment ce genre de roman un peu pour exciter la ménagère. Quoi. En vrai, vraiment, ils font ça en se disant je vais exciter la ménagère de 40 ans Bon, y a avec pas les de honte pire à ça, hein. clichés. Ouais, mais Bah, attends. c'est SAS pour les femmes. Essaye quoi. d'en lire. Hein. Non, C'est je... terrible. Ah, mais c'est la dark romance, là? Ce qu'ils appellent dark Je romance? sais pas, c'est souvent tu sais, un biker de 20 ans. Oui, qui donc tombe c'est ça. sur, ouais, bah, peut-être, je ne connaissais pas le nom. C'est incroyable. J'ai essayé d'en lire un parce qu'à un moment, on s'était tapé un délire comme quoi je devais en écrire un. Ah. Je l'ai fait. Et, C'était sur quoi? il y avait, Il a été publié? Il y avait un biker? Non. Dis-nous tout. Vous inquiétez. Non, il a pas Il été est dispo publié. sur Non. Wattpad? Il y avait des vampires qui brillent. Non, mais il y avait des putains d'ordres, enfin, comment on dit, quand t'as des indications, des consignes. Ah. Des consignes où tu devais avoir 5 scènes de sexe écrites toutes du point de vue féminin. Tu devais avoir une différence d'âge, enfin, fallait que la personne féminine ait au moins 35 ans, que le perso masculin ait moins de 25 ans. Fallait une alternance des points de vue, etc. Bref, du coup, je pense que c'est après les mêmes consignes que 50 Shades of Grey, j'ai pas lu, à utiliser, mais ça existe encore et c'est incroyable à lire, vraiment. Non, mais la meuf C'est- était la juste frustrée qu'il n'y ait curiosité, pas plus de c'est sexe C'est que plus ça dans trash, Twilight. non? Ouais, c'est pas plus trash que 50 Shades, justement, ce qui sortent maintenant. Ça y va un peu, ça y va Ah, un on peu. m'a dit ouais, que ouais, c'était tu un peux- peu violent tu peux y aller, par rapport ouais. à 50 Shades. Je pense que après, ouais, ils s'adaptent aux besoins. 50 Shades, c'était peut-être un peu soft, et là, je pense qu'ils se sont dit, bon, on va monter un peu le curseur. Après, ça reste quand même, tu vois, c'est éditable, quoi. Edward, c'est la tête qui fait Edward, je m'y attendais tellement pas quand il la voit pour la première fois. Et on dirait qu'il a envie de vomir ou de faire caca ou j'en sais rien. Non, mais tout le monde dit Edouard est constipé. Mais il a une tête, mais franchement, en plus,
j'ai rigolé parce que je savais qu'il y avait une raison. Avec son regard, il la fixe et en même temps, on dirait qu'il a envie de vomir. Et j'ai trouvé que c'était assez drôle comme façon d'avoir le premier contact entre les personnages. Je trouvais que c'était pas mal, franchement. Et c'est bien joué. Je m'attendais pas à ça. C'est bien joué. Comment veux-tu? C'est hyper difficile à jouer en plus. Comment on te dit, elle a l'air dégoûtée, mais en même temps, t'es dégoûté. Il est pas dégoûté en fait. Il a juste envie de la bouffer et il est là genre oh mon dieu, je peux pas la bouffer. Et en fait, dans Midnight Sun, j'ai pas lu le livre en entier, mais je suis tombée sur cet extrait-là il y a pas très longtemps, quand j'écrivais ma vidéo justement. Et donc il y a tout le déroulé de cette séquence-là et de ce qui se passe dans sa tête. Et le mec est vraiment en train de faire un plan dans sa tête avec bon alors si je tue celui-là en premier, il faudra que je tue celui-là après, etc. En gros, il planifie de vraiment tuer toute sa salle, son prof, etc. Puis a fortiori toute l'école, enfin tout le lycée, pour juste bouffer Bella. Il est vraiment dans un. Ça aurait été sexy ça. C'est ça. Meet cute, n'est-ce pas? Ce film aurait pu ça, être. Ça aurait été hot. Et du coup, ça en plus. Pattinson, il y a eu accès avant le tournage à Midnight Sun. Je sais pas, je sais qu'il y a eu tout un bazar avec Midnight Sun. Apparemment, Meyer lui a donné l'autorisation, encore une fois, j'ai vu ça sur Wikipédia dans le métro, est-ce que c'est fiable ou pas? Et ben apparemment, Pattinson a eu accès à Midnight Sun que Meyer lui a autorisé à consulter avant le tournage. Donc, enfin, si j'ai pas lu Midnight Sun, si les trucs, c'est vraiment de la pensée de Edward, de se dire, ok, si je tue Bella maintenant, il faudra que je tue son voisin, puis que je tue le prof, puis que je disparaisse et que je change de vie. Mais t'as envie de jouer ce personnage. Mais de ouf. C'est génial comme Mais c'est personnage. ça qui lui a donné envie à la base. Le fait que le mec était. Comment veux-tu que le mec se retrouve dans Twilight 4 après à être. Même dans le 2, torse nu à briller à Rome ou à Venise, je me souviens plus. Mais putain, t'es triste quand tu joues ça alors que on t'a vendu un projet comme ça dans le 1, quoi. Alors moi, là, comme c'est la première fois que je l'ai vu, je pensais, sans déconner, que s'il réagissait comme ça, c'est parce qu'il y avait un oignon dans la pièce. Ça, c'est à cause des mimes. Parce qu'il y a eu plein de mimes avec non, parce des qu'à un moment, il sort justement. un oignon et je me suis dit, ah, c'est pour ça, en fait, qu'il est comme ça, dans ma tête. Les vampires, c'est l'ail, non? Ouais, c'est l'ail, bien sûr. Ouais. Ah, mais tu disais l'oignon, ok. Je croyais que tu. Ah non, c'est un l'ail. Mais oui, c'est vrai, c'est l'ail, excuse-moi. C'est vrai avec ces oignons. Bah non, mais c'est ça. Je suis plus à jour sur mes vampires, là. Non, mais c'est ce parallèle-là qui est aussi un peu sympa et qui fait de Twilight une œuvre un peu plus complexe que ce pourquoi on lui donne crédit. C'est que Bella, d'un côté, elle découvre l'amour, les hormones, le désir, etc. pour la première fois. Elle a 17 ans, tout est en ébullition, on va pas se faire de dessin. Et lui, à côté de ça, il redécouvre une soif qu'il n'a pas expérimentée depuis des années. Parce que le mec, il est à bouffer du sang de biche depuis X temps. Il se pensait sevré de ses pulsions, si ce n'est de temps à autre le petit craving, voilà. Comme quand t'as arrêté de fumer depuis 3 ans et que t'as envie de te faire une clope. Et là, d'un coup, il est face à cette meuf et il y a tout qui lui revient comme si c'était un nouveau-né vampire et tout est exacerbé. Et il y a ce parallèle, justement, entre les deux personnages qui est vachement intéressant parce que c'est la découverte de pulsions qui était soit inconnue, soit oubliée, mais en tout cas qui n'était plus là. Et ça se confronte comme ça d'un coup et ça se ressent. Et c'est marrant parce que ça met une dynamique qui est... Les deux se veulent. Mais ils peuvent rien faire. Carnalement, ouais. On va dire ce qu'il est. Elle a très clairement envie de coucher avec. Elle se mord les lèvres toutes les 2 secondes. Elle dit clairement c'est un signe. Mais c'est fou. À un moment, quand ils s'embrassent pour la première fois, lui, il lui dit « Oh, c'est allé trop loin » parce que lui, il a eu du mal justement à pas la bouffer. Non. Et elle lui fait « Non ». Oui, non, mais elle vraiment, elle lui fait « Je rentre dedans ». Ah non, elle le rassure pas, elle lui fait « Je rentre dedans ». Elle le veut, quoi. Ouais, elle le désire, mais elle a 17 ans et elle est avec son gars, tu vois. Elle sait pas. Ouais, mais elle a du mal à s'assumer elle-même. En fait, je sais pas ce qui lui arrive. Ah bah pour moi, tu vois, genre, je trouvais que c'était aussi quand j'ai revu un truc que j'ai bien aimé et qui aurait été intéressant à explorer plus. Tu vois, c'est cette espèce de frustration organique entre deux corps qui se désirent vraiment hyper mais violemment. Pas de la même façon. Et pas du tout de la même façon et qui de toute façon n'ont pas le droit de se désirer parce que l'un peut tuer l'autre. C'est ça. Hyper, ça c'est intéressant aussi à étudier. Vraiment, tu peux me faire un film de 2 heures là-dessus. Dirigé par Paul Verhoeven, mais allez, ça. Tu vois, franchement. Non, mais c'est aussi ça qui fait que depuis que Twilight a connu une espèce de renaissance récemment, où les gens redécouvrent et réhabilitent au moins le premier film, il y a eu aussi tout un courant de gens qui pensent très sincèrement qu'en fait Edward est un mec abusif et que la relation est toxique. Bon, la relation est pas idéale, on va pas se mentir. Mais aussi, il faut pas oublier que c'est un film, d'accord ? C'est pas la réalité. Et c'est un vampire, ok ? Il a envie de bouffer la meuf, c'est normal. Il n'est pas abusif. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une relecture comme ça de l'histoire de Twilight qui aliène vraiment le propos de base, alors que non, bien sûr, le mec est un vampire, il a envie de bouffer la meuf. C'est normal qu'il y ait des pulsions comme ça. C'est pas...
C'est pas une allégorie. Il a ce côté je t'aime moi non plus toutes les 2 secondes, ce qui fait que dès qu'elle fait un pas en avant, il la rejette et que dès qu'elle recule, il s'approche. Il est censé avoir 17 ans aussi. Il est censé avoir 17 ans aussi, ouais. Il est censé avoir 17 ans, 17 ans, tu fais ça. Il y a ce petit côté un petit peu creepy sur les bords, parce qu'en même temps, il le joue comme ça, de toute façon, je pense. Oui, mais c'est ça aussi qui fait que le personnage était intéressant et complexe à la base des bases, justement. C'est qu'il y a cette espèce de dichotomie entre vraiment le love interest, le prince charmant, le mec qui est tellement surnaturel, qui vient sortir la petite meuf de son quotidien plan-plan et de sa vie basique d'humaine, et le côté c'est une créature surnaturelle qui peut, enfin c'est un prédateur en gros, c'est concrètement il peut lui faire du mal s'il en avait envie, comme James, comme ce que tu disais tout à l'heure, où du coup c'est un peu l'antithèse du personnage. Enfin par exemple dans Midnight Sun, il y a un moment justement, donc quand il va la regarder dormir, nous dans le film on voit juste le moment où il est dans la chambre de Bella penché au-dessus de son corps et il la regarde pioncer, ce qui est déjà creepy de base. Dans le livre, il y a quand même écrit qu'il a graissé les gonds de la fenêtre pour pas que ça fasse de bruit et que ça ne le réveille pas quand il vient la mater dormir. Donc, je dis pas que c'est le copain idéal. Hein, mais... C'est bizarre, ouais. C'est vrai que c'est un peu too much. Et après, il y a cette fameuse scène aussi où Bella est en ville. Elle veut aller chercher un livre justement sur les légendes amérindiennes qui parlent de vampires. Alors qu'il y a Google, quoi. Et il y a des mecs qui la suivent. Et bon, on a très bien compris que ces mecs, ils veulent lui tendre un guet-apens, la bloquer pour la violer. Et là, à ce moment-là, Edward arrive, il sauve Bella d'une façon complètement héroïque, en garant sa voiture, en faisant une super manœuvre. Il regarde les mecs d'un air méchant, et les mecs, ils ont peur, ils partent en courant. Ça passe pas dans le film, ça. Ben justement, en fait, Edward, il était littéralement en train de stalker Bella. Il suivait Bella en ville, il regardait où était Bella. Il était vraiment tout focus sur Bella, et c'était complètement malsain. Bella, à la base, elle était juste en train d'acheter des robes avec ses copines, puis elle allait acheter un livre. Mais Edward, elle l'a suivi pendant tout ce temps. C'est pas pour rien qu'il a fini par jouer Batman. Edward l'a suivi pendant tout ce temps. Et au final, c'était une bonne chose, puisqu'il lui a sauvé la vie. Oui. C'est ce côté un peu... pas très sain au final, où le mec... c'est bien d'avoir un chevalier blanc de temps en temps. C'est ça. Du coup, c'est pas super... on va dire que pour l'émancipation féminine, Twilight, ça a été un peu renié, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'au final, ça représente une génération de filles qui aujourd'hui, même si on peut on peut montrer à quel point on peut être féministe, on peut parler d'émancipation féminine et tout, on a été des adolescentes fans de Twilight. Donc c'est pas super non plus de le renier, c'est pas forcément la meilleure approche. C'est vrai qu'il y a beaucoup eu de parallèles qui ont été dessinés entre Bella Swan, qui est vraiment un personnage qui est très passif, et les autres personnages féminins qu'il pouvait y avoir à la même époque dans le livre, genre Hermione Granger, Katniss Everdeen, etc. Et Sookie. Il y avait Sookie. Ouais, mais là, c'est pas la même démographie, je pense. Non, c'est un peu Tu fais pas regarder True Blood à des... adultes, ouais. Après, je pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose que ce soit pas un personnage fort. C'est pas parce que t'es un personnage féminin que tu dois être fort pour montrer que t'es fort, que t'es féministe, etc. Tu peux être un personnage... Elle a 17 ans, elle sait pas qui elle est paumée, elle sait pas quoi faire de sa vie, elle découvre plein de trucs pour la première fois. Et je pense que c'est pas très grave. Et dans les livres, comme c'est écrit à la première personne, bon, Stéphanie Meyer est pas une très bonne autrice, on va pas se mentir là-dessus. Mais je pense qu'elle a quand même réussi à trouver la recette de taille unique, entre guillemets, en termes de personnage. C'est-à-dire que c'est tellement plus facile de s'imaginer à la place de Bella quand Bella n'a pas plus de personnalité que ça. Et voilà, quoi. Ben, en fait, je suis complètement d'accord, parce que pour prendre exemple, ou plutôt pour comparer avec quelque chose d'une autre époque, je prendrais Buffy. Moi, j'ai pas connu Buffy ado, parce que c'était pas forcément, en guillemets, mon époque. Et moi, ado, du coup, c'était Twilight. Et je me suis totalement identifiée à Bella, alors que ce soit dans les livres ou dans les films, je me retrouvais complètement sur plein de points en commun avec Bella. Et quand j'ai découvert Buffy une fois ado, bon, j'ai trouvé ça vachement bien, mais c'est surtout que je me suis dit, mais un personnage comme Buffy, super sûr d'elle et tout, ado, ça m'aurait pas plu. Écrit par un homme, en l'occurrence. Écrit par un homme, ouais. Un homme problématique. Oui. Je savais pas du tout. Qui a pas mal de problèmes, ouais. Mais... Il y a après le problème, je pense, quand on parlait de ces gens qui disaient que la relation est abusive, etc., c'est qu'en fait le film, du coup sans parler du livre, le film légitimise le comportement de Edward vis-à-vis de Bella, donc il légitimise le fait qu'il la suive comme un stalker parce que regarde, s'il était pas là, elle se ferait violer, tu vois. Ça, c'est bizarre. Et en plus, c'est hyper étrange. Il y a aussi ce côté, ils sont faits l'un pour l'autre, donc c'est pas grave s'ils font ça. Ok, t'as le droit de me traquer pendant que je sors avec mes potes. Si tu m'aimes, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ah non. Tu as utilisé le mot traquer, et je crois qu'il me semble que c'est le mot qui est utilisé pour décrire James. C'est un tracker. Ouais. Et au final, Edward, il fait exactement la même chose, mais c'est pour son bien. C'est ça, c'est hyper bizarre. Après, c'est hyper bizarre de légitimer ça, parce que c'est le cas. Dans le film, tu te dis,
c'est bien qu'il ait fait ça. Après, il passe son temps à dire que c'est un monstre. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est... pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur le côté torturé de Robert Pattinson qui peut être super intéressant, c'est qu'à la base, effectivement, Edward, c'est un mec qui se bat contre sa nature, et il a cette nature de stalker, de tracker, de prédateur, et il se bat contre ça, et c'est un peu ça qui est intéressant, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les pulsions d'Edward, mais c'est les décisions d'Edward. Edward qui, justement, se bat avec lui-même pour être respectueux envers Bella, pour ne pas brusquer Bella, même s'il fait des choses assez horribles venant d'une personne normale, il se bat, en fait, il fait des efforts en permanence pour lutter contre cette nature monstrueuse, horrifique, et pour devenir un peu le petit copain parfait. Et je pense que c'est l'équilibre idéal et qui peut vraiment attirer des adolescentes. Ouais. Oui, et puis c'est pas comme si c'était une allégorie de l'homme, enfin, c'est un vampire, donc il se bat contre sa nature de vampire, c'est pas un homme qui se bat contre sa nature violente. Oui, Ouais. je pense que les gens n'ont pas compris ça. Il y a une petite distinction à faire là, enfin oui. Oui, mais c'est une métaphore quand même. Non, je ne pense pas. Tu penses pas? Non, très sincèrement, je pense pas. Et je pense qu'il faut arrêter de... Alors, j'ai un master en cinéma, donc des métaphores, j'en ai mangé. Hein. Et j'en ai cherché surtout. Mais il faut aussi se rappeler que ce sont des films. C'est des médias, c'est pas nécessairement des métaphores, c'est aussi du divertissement. Et parfois, il faut pas aller chercher trop loin non plus. Enfin... Non, mais là, c'est pas aller chercher loin que de dire que le film légitimise le fait de quelqu'un. Oui, non, mais ça, non, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est un vampire, c'est pas un humain. C'est pas l'allégorie d'un mec violent qui finit par se retrouver avec une nana parce que... Ouais, mais il a été hyper sexualisé par les suites. Oui, mais ça, c'est par les films. Et le truc, c'est que, par exemple, Stéphanie Meyer, qui a quand même des conceptions de la vie qui sont extrêmement douteuses, a elle-même dit qu'il faut pas non plus chercher des rôles modèles dans Twilight et dans la fiction en règle générale, parce que c'est pas le cas, et c'est pas le but. Et Edward, et ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup avec les films, Edward n'a pas été écrit comme un prince charmant et comme un rôle modèle et comme quelqu'un qu'il faudrait soit aspirer à être, soit aspirer à être dans une relation, être avec dans une relation, quoi. À la base, Twilight, ça avait un côté un peu émo à l'époque, parce qu'on était en plein de mode émo, et même d'ailleurs, les livres, c'était quelque chose, je me souviens quand ils sont sortis, c'était un peu le truc un peu bizarre, la romance entre un vampire et une fille, oh ouais, c'est un peu horrifique, c'est un peu gothique, c'est un peu sombre, bon, ça l'est pas tant, mais pour l'époque, ça peut sembler un peu... quand t'es ado, ça peut rebuter un peu ce côté-là, ou alors au contraire, ça peut attirer. Moi, je faisais partie des personnes que ça a attiré, je me souviens très bien, il y avait des filles dans ma classe, elles trouvaient ça bizarre, ça leur donnait pas du tout envie de les lire, et elles ont complètement accroché à Twilight avec les films. Mais ouais, il y avait ce côté un peu émo, justement, un peu en guillemets, parce que des gros guillemets, même un peu underground, un peu grunge, un peu gothique, horrifique et tout. T'avais un peu l'impression de te retrouver face à quelque chose d'interdit, justement, avec ce rapport au sexe qui est complètement censuré. Et du coup, je trouve que ça correspond toujours avec cette image d'Edward, le mec torturé et tout, qui est complètement opposé au mec... comme Mike, par exemple, l'humain pote de Bella, qui est un peu le nice guy qui fait du sport, qui est super sympa, ce qui est d'ailleurs au final un peu creepy aussi. Mais il y a cette espèce d'humain justement joufflu, souriant et tout, qui est un peu justement le beau gosse du lycée, le mec idéal, le mec sympa. Et à côté, t'as le mec qui est tout le temps à l'écart, qui rejette tout le monde, qui a pas vraiment d'amis. Pour moi, Twilight, ça répond justement à ce besoin des adolescents qui se sentent à part, qui ont cet attrait aussi pour la violence, comme on peut l'avoir parfois à l'époque. Et tu vois, je pense que c'est là où on sera tous, je pense, unanimement d'accord. Je pense que tu demandes à quelqu'un de la rue, ce sera le cas, pour dire que les suites de Twilight sont complètement daubées. C'est que on a 5 films pour explorer ces thématiques-là, d'un mec qui a 107 ans, qui doit faire comme si on avait 17, d'un mec qui a un tracker, un énorme stalker qui est hyper toxique finalement, mais qui s'efforce d'être bienveillant, donc qui agit contre sa nature, etc. Ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Et les suites passent plus de temps à poser les questions du pourquoi tu préfères dormir avec Jacob qu'avec moi? Parce qu'il a chaud. Tu vois, genre, c'est terrible en fait, parce que le potentiel en vrai soulevé par les thématiques et par les situations du premier, alors encore une fois, je parle que des films, sont vraiment intéressantes, sont vraiment pas mal. Les thématiques que tu peux traiter, les personnages tels qu'ils sont écrits dans le premier, mais s'ils sont développés pendant 5 films, il y a de quoi faire. C'est juste triste que ça se réduise, que ça s'auto-censure pour devenir juste un espèce de triangle amoureux un peu neuneux, quoi. Je pense que c'est pour ça aussi que les suites ont emporté le premier Twilight dans sa chute, tu vois, genre... il y en avait un qui sortait tous les ans, je crois, de mémoire, et du coup, ce qu'on retenait, c'était vraiment cette espèce de triangle amoureux
nul sans se rappeler qu'en fait il y avait ces questions-là en tête, quoi. Moi, c'est vraiment ces questions-là, elles me sont revenues en tête quand j'ai revu le film hier soir, tu vois. C'est vrai qu'il y a aussi la question de... Enfin, du coup, ce que tu me dis, ça m'a fait penser au fait qu'il y a la question à travers toute la caractérisation d'Edouard, les questionnements intérieurs d'Edouard sur le monstre qu'il est, mais aussi la personne bienveillante qu'il a envie d'être. Il y a ce thème de l'identité très fort, de la personne qu'on veut être quand on est ado, qui est quand même super important aussi. Pour faire un parallèle d'ailleurs avec un truc qui marchait très bien à l'époque, qui marche toujours très bien d'ailleurs, je crois, c'est Harry Potter. Entre Harry Potter, justement, qui a ce côté, cette part de Voldemort, et on lui dit, en fait, Harry, tu n'es pas ce que tu es pour ta part de Voldemort, pardon, tu es ce que tu es pour les décisions que tu prends. Dumbledore lui dit un truc du genre. En fait, Edward, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui, il a des pulsions horribles, oui, c'est un monstre, une créature maléfique, une créature démoniaque, comme on peut le dire, mais Edward, c'est quelqu'un qui a aussi envie d'être bien, de faire du bien, et qui se bat tout le temps, justement, contre cette nature, parce qu'il veut faire du bien. Et je pense que ça peut rejoindre un peu justement cette espèce d'idéal à atteindre quand on est ado, qu'on veut être une personne, on se sent parfois un peu mal dans sa peau, on se sent parfois un peu idiot, on bégaye, des choses comme ça, et on a envie d'être cette personne qui a de la classe, qui est sympa avec tout le monde, qui sait bien parler. Je pense que dans la façon dont Edouard tend à être un idéal qu'il n'est pas et un peu monstrueux, il y a quelque chose d'assez propre à l'adolescence, encore une fois. Oh, ça c'est sûr. Il y en a des allégories à aller chercher là-dedans si on veut pinailler. Ah ouais, c'est ça, tu vois, genre c'est tellement dommage que ça ait jamais été creusé, quoi. On a fait une bonne demi-heure sur Edward. Il y avait des choses à dire, en même temps on a dit que c'était un mec complexe. Tu me dirais la vérité? Probablement pas, non. Mais j'aimerais entendre tes théories. Oh, j'ai pensé aux araignées radioactives, à la kryptonite. Tout ça, c'est pour les super-héros, non? Et si je n'étais pas le héros? Si en fait j'étais le méchant? Je ne peux pas le croire. Un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il sauve Bella de la voiture et personne ne se pose la question de la grosse marque de main sur la portière, et ça m'avait... Si, il se la pose. Il se la pose? Ouais, il se la pose. Ah, je l'ai raté alors. À un moment, lui, il lui donne l'explication du... ou alors c'est un peu, entre guillemets, subtil. En fait, lui... il donne... une marque. Ouais, mais en fait, lui, il lui dit qu'il était à côté d'elle, alors que c'est faux, mais voilà, il l'a sauvée parce qu'il était à côté d'elle. Et pour la marque de main, il dit « Ah, mais c'était l'adrénaline. » Ouais. L'adrénaline. Ah non, l'adrénaline, ça... Ouais. Après, maladroit, on a dit. Hein. Au lycée, il y a personne qui se dit... Non, il y a personne il qui dit se pose ça, la il dit ça à question. Kristen Stewart, ok, mais au lycée, il y a personne qui se dit, mec, il y a quand même vraiment une main qui vient de plier une caisse. Bah, c'est l'adrénaline. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ok. Un autre truc que j'ai remarqué et qui m'a fait rire, c'est qu'elle est absolument aussi pâle que les vampires qu'on voit dans le film. Sauf qu'elle a pas besoin de maquillage, elle est juste naturellement comme ça. Et donc je me suis dit, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, parce que lui, il est super maquillé pour être pâle. En plus, il est déjà pâle à l'origine, hein, Pattinson, entre nous. Ouais. Ouais, il est déjà comme ça. Et elle est aussi blanche. C'est drôle. En plus, le filtre bleu, j'étais pas au courant qu'il y avait un filtre bleu dans Twilight, et les 5-10 premières minutes du film, il faut s'y faire au filtre bleu, quoi, parce que surtout le vert qui ressort d'une autre façon, ça fait vraiment, ça fait un petit peu comme c'est la première moitié ou la deuxième moitié du film Aviator qui a un filtre comme ça, un peu dans le même genre, et le monde réel dans Matrix qui a un filtre vert aussi, un filtre bleu en l'occurrence, le monde réel dans Matrix. C'est la première fois qu'on met Aviator et Twilight dans la même phrase, je crois. Et ouais. C'est historique dans la saga. Ça c'est fait. Voilà. 12 millions de streams. Pour moi, d'ailleurs, ce filtre, tu as parlé de Matrix, mais c'est un peu le même concept. C'est-à-dire qu'on est dans un monde déformé. On est dans un monde tel que perçu dans l'esprit. Parce que dans Twilight, on est dans la tête de Bella, on est dans l'esprit de Bella. Comme dans Matrix, on est dans la création de la matrice. Il y a toujours ce côté un peu en décalage du réel. Venez, on parle de Matrix plutôt de ce film. Tu l'as déjà fait, Matrix? Oui, déjà fait, j'ai fait 3 heures dessus. Bah, tu m'étonnes. Et j'ai fait 3h30 sur le dernier. Ah ouais? Ouais, ils étaient super longs. Ouais, ils étaient longs. Ouais, mais Keanu Reeves. Il est en photo avec moi, là. J'ai vu, j'ai été extrêmement jalouse, donc j'en ai pas parlé. Donc il y a Bella qui se fait agresser. Edward la sauve et l'emmène au resto. Et on apprend qu'il peut lire les pensées de tout le monde, sauf les pensées de Bella. Parce qu'elle pense pas, bien sûr. Bah oui. Et elle fait des recherches sur les vampires. Mais je me suis posé la question, je pensais que ça était un truc qui allait revenir. Ça revient. Parce que sa famille, ils peuvent lire ses pensées, elle, ou pas? La famille d'Edward. Mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, en fait. Lui, il peut lire les pensées, Alice, elle voit l'avenir, et elle peut voir l'avenir de Et Bella. il peut aussi courir vite, lui.
Ils courent tous vite. Non, mais Non, c'est lui, juste Lui, que- il est plus rapide. Ouais, que Ouais, les il est plus rapide, mais comme être un Mais juste humain parce peut être qu'il plus est plus rapide vieux, qu'un quoi. autre humain, en fait, je Voilà. crois. Oui. C'est Ok, pas un ouais. super pouvoir, c'est juste C'est vrai qu'il est qu'il fort en arrive 5 course. minutes avant, je crois, un truc comme Ouais, ça. ouais. Donc ouais, je me demandais pourquoi c'était pas revenu, que les gens l'auraient peut-être remarqué, on peut pas lire ses pensées et tout. Bah, après, ça a aussi fait le sujet d'un gros plot hole, parce que justement, lui, il peut pas. Donc, c'est expliqué plus tard, donc je vais pas te dire pourquoi, mais en gros, lui, il peut pas lire ses pensées, mais Alice, par exemple, elle peut voir son futur à Bella, elle peut voir des images avec Bella. Donc, Bella en elle-même est pas censée être complètement immune au pouvoir des vampires, alors que plus tard, il s'avérera qu'en fait, si, mais non, mais si, mais non, mais. Tu verras ça dans le 5. Bah, après, ça aurait été un peu bizarre que Edward puisse lire les pensées de Bella. Ça aurait été, pour le coup, vraiment archi cringe, archi creepy. She wants to fuck. Ça aurait été très obscène, surtout, je pense. Et c'est dans quoi qu'il y a la même chose avec un personnage qui peut pas lire les pensées de quelqu'un? Mais c'est pas dans True Blood, justement? Peut-être. Oh, le souvenir, il est lointain, parce que moi, pour le coup, je l'ai Il y a vu une trop scène jeune. qui me dit vraiment quelque chose d'un gars qui essaie de lire les pensées. Eh, mais c'est dans C'est Buffy. Buffy. Il y a dans Elle est- Buffy Ah. Dracula, non, un truc comme Non, ça. elle, Non, c'est pas elle- celui-là. elle peut lire elle est contaminée par un démon et elle peut lire les pensées des gens. Ah, ils entendent les pensées des gens, ouais, Et ça devient quand horrible. elle va voir ouais. Angel, elle peut pas lire ses pensées Ouais. parce que c'est un Parce que c'est un vampire. vampire. Et elle le fixe comme ça et elle arrive Mm. pas à lire ses pensées. Buffy, c'est mieux que Twilight. Parce Je qu'il suis pense désolé, mais je sais. C'est que- pas pareil. Oui, c'est pas du tout la même chose, ça ne se compare pas. Edward court en haut de la. Comment ça se compare pas? Bah, c'est pas parce qu'il y a des vampires qu'il faut les comparer. Enfin, Au c'est comme lycée. si. Bah, et alors elle les chasse. Au lycée. Enfin. Elle devient jamais chasseuse de vampires au bout d'un moment, Bella? Et non, jamais. Elle commence pas à un moment à. Et avoir franchement, une je préfère arbalète. Edouard à Angèle. Euh, Ah ouais, David Boreanaz. Angel, c'est un bon gars la plupart du temps, sauf s'il baise. Non, mais. Comme la plupart des hommes. Mais non, mais il est tout le temps horrible, il est nul, il dégage rien. Non, je suis désolée, Angèle, il y a un personnage tout pourri. Bon, et Spike alors. Hein? Spike, c'est un mec archi toxique Oui, qui gère ses problèmes avec la violence avant Ouais. de faire quoi que ce soit. hein. ouais, mais il a les cheveux peroxydés. C'est plutôt cool. J'avoue qu'entre Spike et Jacob, la question se pose. Oh, la question se pose même pas. Il y en a un qui est plus charismatique que l'autre. quand Tu même. sais pas, Oui. t'as pas vu Jacob, Il avec a- leurs cheveux. enfin, toi. je Ça l'ai se vu, trouve, il a- tu vas il te a- faire écraser ouais, par ouais. le charisme de Taylor. Tu vas Niveau devenir Team charisme, Jacob, pour tu l'instant, vas il est pas- il est pas vraiment là, quoi. Toi, jusqu'à l'épisode 4, t'es Team Jacob, de toute façon. Edward court en haut de la montagne avec Bella sur son dos pour montrer qu'il brille au soleil. Et donc j'étais au courant qu'il était brillant au soleil, mais je ne savais pas que ça ressemblait à du diamant. Voilà, j'étais un peu surpris. Je ne savais pas que ça allait avoir cet effet-là. Je pensais qu'il allait avoir une sorte d'halo de lumière derrière. Non, mais c'était l'époque des blingy. Les blingy. Oh, le souvenir Les que tu viens de gifs tout débloquer colorés. dans Non, mais ma c'était mémoire. vraiment oui, l'esthétique les à la trucs. mode à l'époque où tu mettais des trucs brillants partout. C'était le Ouais, truc c'est pour vrai. ado, l'esthétique pour ado à la mode. Non, après, Stéphanie Meyer Sur avait les MySpace. blingy en tête quand elle a écrit que sa peau était marmoréenne. Oui. C'était vraiment pour lui donner ce côté inhumain mais attirant, un peu comme une espèce de statue. Comme les blingy. Un peu comme... Changeons de sujet. Il est plutôt intense ce mec, hein, quand même. Il t'attrape, il te balance en milieu de la montagne, enfin il court avec toi sur ton dos, t'as rien demandé, tu te retrouves tout en haut d'un arbre. Il lui pose même pas la question, est-ce que tu souffres de vertige? Tu sais, il pourrait au moins lui demander ça, quoi. Moi, je pourrais pas aller en haut d'un arbre, j'aimerais pas, je souffre de vertige, c'est pas cool, Edward. Et la réal est super intéressante dans ce film, je tiens à le dire, parce que je pense pas que je vais le dire dans la suite, mais en tout cas, tous les plans dans les arbres, quand ils sont allongés, etc. Enfin, on sent qu'il y a une tentative de montrer des choses à travers les images sans forcément avoir de dialogue, parce qu'en plus, les dialogues entre nous, c'est ah, tu me plais, ah, mais je peux pas, ah, oui, tu me plais. Au final, ça tourne un peu toujours autour du même truc, donc c'est bien d'avoir le show don't tell, je trouve, dans ces scènes. Si, pour l'anecdote, ils étaient vraiment dans l'arbre. Ouais. Amenés avec des espèces d'hélicos ou je sais plus quoi, là. En hélico, ils les ont amenés. Je sais plus si c'est en Ils ont hélico drop. ou avec En tout cas, ils les ont foutus dans l'arbre et bon, ils ont mis des cascadeurs pour vraiment les plans très très en hauteur. Ils avaient mis des matelas sur les branches pour la stabilité et tout. Et après, ils ont fait des petits tours en hélico pour filmer la scène. Et oui, à l'époque, c'était non studio. Après, c'est vrai que la réal, franchement, c'est ce qui C'est sauve. original, je trouve. Il y a un truc original. C'est ce qui dedans. sauve le premier film. C'est vraiment que c'est un film qui a une vision de réal, quoi. C'est pas un yes man, yes woman qui arrive et qui dit, bah en fait, je pose ma cam là parce qu'on voit tout. Non. Tu vois, genre, Ouais, non, ouais. non, c'est pas ça. Et je trouve que, tu vois, comme on parlait de la direction d'acteur, de diriger Pattinson comme étant un mec hyper toxique, presque un cliché d'adolescent, alors que dans les suites, il est iconisé comme étant un mec parfait, alors que son comportement est tout aussi problématique. Ça témoigne déjà d'une compréhension du personnage par la réalisatrice. Et puis,
même il y a ce recul, quoi. Tu vois, on l'a dit, filmer Twilight comme étant un monument de too much, c'est la seule manière de filmer Twilight. C'est ce que les suites n'ont pas du tout compris. Et elle, vraiment, ça fonctionne, quoi. Je trouve que sa réal, c'est vraiment la seule qui a compris comment filmer Twilight, en fait. Il y a un recul permanent sur ce qu'elle filme. Elle se dit tout le temps, ok, je suis en train de filmer ça. Je dois filmer une scène de baseball avec Muse et avec un éclair qui arrive quand il se percute dans les airs. Autant qu'il se percute dans les airs à 15 mètres de haut, quoi. Tu vois, c'est tout le temps ça. Moi, c'est plutôt dans les scènes entre Edward et Bella où je trouve c'est là que tu sens que c'est vraiment là qu'elle élève le matériel un petit peu de base, j'ai l'impression. Oh oui. De toute façon, les scènes entre Edward et Bella, tu peux les mettre dans 13, ça marche. Il y a le même filtre, il y a les mêmes les interactions un petit peu étranges, un petit peu. Enfin, elle n'a pas changé de manière de réal entre les Seigneurs de Dogtown, les 13 et puis Twilight. Non, mais c'est une femme qui est passionnée par les mots adolescents. Pour moi. Ouais, pour moi, c'est Twilight, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de 13. C'est pas du tout le même personnage, c'est pas exactement le même moment de la vie. C'est une autre personnalité, un autre cadre, mais c'est pourtant exactement la même étude de l'adolescence. Complètement. C'est bizarre que. Elle a été très blacklistée par Hollywood. Ouais. Et elle a été très vocale à ce sujet, justement. Elle disait, je comprends pas parce que c'est moi qui ai impulsé Twilight, j'ai ramené je sais pas combien de millions avec un budget de temps, et puis après, pour un homme, ça aurait lancé sa carrière, et moi, ça l'a détruite, en fait, et on m'a plus rien donné d'autre derrière. Après, elle aime toujours le cinéma ? Je crois plus. Ouais, je crois pas. Elle veut vraiment plus en faire, quoi. Des quelques interviews, après, j'en sais rien, hein, je la connais pas, cette brave femme, mais des quelques interviews que j'ai pu voir d'elle sur YouTube ou dans des magazines ou quoi que ce soit, elle avait un certain, pas dégoût du cinéma, mais un dégoût de l'industrie, très clairement. Ouais. Ok. Autant elle nous revient dans 2 ans avec un film à 2 millions produit par le Royaume-Uni qui va être incroyable. Hein. Peut-être. Possible. Ah, alors j'ai regardé, elle a réalisé des choses après. Ah. Elle a fait, après Le Chaperon Rouge, elle a fait Plush. Je sais pas ce que c'est. Qui est un long métrage. Ma meilleure amie, il me semble que j'en avais entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Plush, apparemment, je sais pas. Elle a fait Miss Bala, alors je crois que c'est même pas sorti en France. En 2021, elle a fait Together Now. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Et là, c'est pas encore sorti, ça. Peut-être, ouais, c'est 2021, donc c'est possible. Et son dernier truc en réalisation, c'est cette année. C'est Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Elle a fait un épisode pour la série télé. Pour la série Netflix, là. Ouais, c'est ça. Ah, pas mal. Donc c'est assez chouette. Ah, parce qu'aucun de ces films dont tu as parlé post-Twilight, j'ai l'impression qu'ils ont été distribués en France. J'ai l'impression que c'est vraiment des choses qu'elle a fait parce qu'elle avait besoin de payer son loyer, quoi. Bah ouais. Thriller d'action, sorti en 2019, remake d'un film mexicain. Ok, c'est un film sur la drogue. J'aime beaucoup la scène où Edward et Bella arrivent au lycée en mode Ben Affleck et J-Lo qui arrivent au Micromania, tu vois. C'est lunettes de soleil au ralenti. Là, c'est Bobby Pattinson au top de sa forme, je trouve, dans cette scène. C'est ça, il sourit dans celle-là. Les cheveux sont parfaits, les lunettes de soleil, le sourire et tout. Tu te dis, en plus, il est bien habillé, Edward, dans cette. Mais les manteaux là, avec le col, moi j'aime bien ça. Même Bella, il y a une progression qui est très intéressante à regarder dans ses tenues tout au long du chemises à carreaux qu'elle a. Du métrage. En gros, elle commence vraiment avec le côté un peu boyish, un peu. J'assume pas mon corps qui change, je m'en fiche un peu, je suis au-dessus de tout ça, machin, parce que elle est quand même un peu #not like other girls. Oui. Complètement. Et pas garçon manqué, mais un peu. Voilà, elle renie un peu la féminité, et puis bon, elle est à un âge où elle s'en fiche un peu parce que justement, elle n'a pas encore fait l'expérience du premier amour et du désir, et du coup, c'est vrai que ça lui vole à 12 000 pieds au-dessus de la tête. Mais bref, et du coup, donc c'est vrai qu'elle commence comme ça le film avec des vêtements très amples et une palette chromatique vraiment très terne, et à mesure que sa relation avec Edward progresse, tu remarqueras que ses vêtements sont un peu plus près du corps et un peu plus... pas pastel non plus, mais on n'est plus dans les couleurs vraiment sombres et ternes du début. Et c'est pas tant une espèce de yassification comme on peut avoir les espèces de makeover dans Les Princesses Diaries et compagnie, mais c'est vraiment une jeune fille qui se rend compte qu'elle a un corps et qu'elle a envie de plaire à son copain, et du coup elle essaie de se mettre un peu en valeur, mais elle le fait de façon très maladroite parce qu'elle n'est pas non plus très bien habillée. Mais... J'adorais comment elle était habillée, moi, quand j'étais ado. M'étonne pas. On aimait tous comment elle était habillée quand elle était ado, parce qu'on était tous en train de renier nos féminités aussi, parce que c'était tellement nul d'être une fille et d'aimer des trucs de filles, parce qu'on était tout le temps mais justement traîner avec les garçons. Mais là, en fait, c'est vrai que ce personnage, comme tu disais, est pas comme toutes les autres filles, et c'était un peu l'héroïne qu'on voyait partout, l'espèce de Mariusou qu'on voyait partout à l'époque. Oh, je dirais pas que c'est une Mariusou non plus. Ah ouais? Moi, c'était pas tant que ça. Il y a pire. Ouais, c'est vrai, il y a pire, t'as raison.
Bella, c'était un peu le juste milieu entre la fille féminine avec ses, en guillemets, hein, voilà, tout ce que je dis à prendre avec des pincettes, avec ses longs cheveux bouclés, mais à perfection. D'ailleurs, pour l'anecdote, Kristen Stewart portait une demi-perruque pour faire extension. C'est pas ses vrais cheveux, parce que je pense que c'est impossible d'avoir de tels cheveux naturellement. Ils sont beaucoup trop beaux. Elle avait ces espèces de longs cheveux trop beaux, bien coiffés naturellement, avec ce côté justement jean, chemise un peu large et tout. Donc, je trouve qu'elle est vraiment sur l'idéal féminin qu'on cherchait à être à l'époque dans ma génération. C'était vraiment, moi je me souviens, je m'étais dit waouh, mais je veux ressembler à cette fille. Bon, au-delà du fait. Et puis elle avait quand même un côté féminin. Alors à prendre avec de très très grosses guillemets. On est en 2008. Hein, mes propos sont à mettre en 2008. C'est-à-dire que elle avait le côté garçon manqué, enfin pas garçon manqué, mais pas trop féminin physiquement. Dans les vêtements et dans le fait qu'elle se maquille pas et blablabla, mais d'un autre côté elle correspondait pas à l'archétype qu'on peut avoir maintenant des personnages qui s'habillent comme ça dans certains métrages où c'était pas une forte tête, il y avait pas une méga personnalité et elle était pas toujours en train de traîner avec les garçons et machin, etc. C'était pas non plus un espèce de garçon manqué, enfin c'était pas non plus la vision un peu parfois fantasmée des réalisateurs masculins. Oh waouh, je vais avoir une fille garçon manqué mais qui est quand même vachement bonne quand elle met un t-shirt serré quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas du tout comme ça, Bella, et son elle est vraiment sur un équilibre vachement chouette. Elle est sur, ouais, je suis totalement d'accord et je pense que c'est ça aussi qui a contribué au succès Twilight, parce que beaucoup d'adolescentes se sont reconnues en Bella, en l'image que donnait Bella à travers son look. Bon, oui, Kristen Stewart est super jolie, donc t'as envie de lui ressembler. Elle a ces espèces de cheveux de princesse magnifiques et elle a ses vêtements jeans, baskets, un peu neutres entre guillemets. Bon, elle est quand même vachement bien habillée, je trouve. À l'époque, je voulais trop avoir les mêmes pulls qu'elle, mais ouais, il y a cette espèce d'équilibre assez intéressant au niveau de la féminité qui, je pense, a quand même vachement plu aux adolescentes à l'époque. Ma famille et moi sommes différents de nos semblables. Nous ne chassons que les animaux. Nous avons appris à contrôler notre soif. Mais toi et ton odeur sont comme une drogue pour moi. Tu es ma dose d'héroïne. Qu'est-ce que vous pensez de la famille Cullen ? Carlyle, c'est un mec qui sort de Final Fantasy. On dirait qu'ils sortent tous d'un. Tous de Final Fantasy. Non, ouais. On dirait une sorte de cinématique quand on les voit débarquer. Ouais. Non, mais en plus, ils ont cette espèce de maquillage. Carlyle et surtout Rosalie, du coup, qui est jouée par Nikki Reed, qui est quand même une fille qui n'est absolument pas pâle de base et qui est complètement brune. Donc, avec ses cheveux blonds et son fond de teint beaucoup trop clair, c'est vraiment bizarre. Il y a ce côté complètement. Alors, à la fois ridicule parce qu'on sent que la fille est sous trois couches de fond de teint, et en même temps il y a toujours ce côté un peu irréel, justement. On sait pas vraiment d'où ils viennent, ils arrivent en étant collés l'un à l'autre, dans une démarche bizarre. Il y a Alice, elle arrive à la cantine, elle fait un pas de danse, enfin, c'est complètement surréaliste. Et bon, je sais plus comment je percevais ça quand j'étais ado. En plus, ils arrivent, il y en a un, enfin, ils arrivent avec voiture de sport et l'autre avec 4x4, enfin je sais pas quelle vibe ils essaient de donner, mais c'est la vibe un peu playboy. Ouais, moi j'ai vraiment pas envie de traîner avec j'ai vraiment pas envie de traîner avec ces gens-là. Et puis c'est surtout qu'ils sont tous frères et sœurs, ils sortent ensemble quoi. Oui. On va peut-être remettre ça sur le tapis 5 minutes, mais ils sont. Ils le disent dans le film. Ils disent c'est bizarre, je sais même pas si c'est hyper bizarre. L'adoption, c'est ça. Oui, ils sont frères et sœurs par adoption. Bah en gros, Carla il les a transformés, ils ont aucun lien de sang. Techniquement, c'est leur père vampire, donc ils sont une famille, mais effectivement, les enfants sortent ensemble quoi. Donc. En tout cas, il y a beaucoup de personnages, mais il y en a un qui sert absolument à rien. Emmett. Celui avec le brun, là, le plutôt baraqué, il ne sert absolument à rien. Il sert à quelque chose à la suite, non ? Non. Et même dans les bouquins, c'est vraiment même Rosalie, qui était vraiment très ignorée par le premier film. Rosalie, elle est jalouse. Rosalie, en fait, Rosalie, c'est un personnage qui, pour le coup, les autres Twilight ont l'avantage, même les livres, de développer Rosalie, qui, je trouve, est peut-être le personnage le plus intéressant de tout Twilight. Okay. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont Emmett, là, on voit rien, là, pour l'instant. Non, mais de toute façon, même Emmett, c'est le mec de Rosalie. Point. Ouais. Et elle est jalouse parce qu'elle aime bien Edward, c'est ça ? Pas du tout. Ah, j'avais cette impression qu'il y avait une sorte de jalousie quand elle casse le truc. Enfin, je sais pas, j'avais une sorte d'impression comme ça. Elle aime pas Bella, mais tu ne sais pas pourquoi. Voilà. Tu verras. Je pensais que c'était une sorte de jalousie. Il y a de la jalousie, mais pas envers Edward. Et d'ailleurs, dans Midnight Sun... C'est parce qu'elle respire par la bouche, elle est jalouse. C'est ça. Mais après un moment, Rosalie dit que si Bella fait quelque chose où ils se font repérer, toute la famille est en danger. Donc on peut penser, dans un premier a priori, que elle se dit mince, je vais me faire griller. Ça la saoule qui est Bella parce qu'elle la voit un peu comme une fouineuse. Enfin, tu penses qu'elle la voit comme ça, donc pour moi ça se justifie comme ça dans le premier Twilight.
La Rosalie du film, elle me plaît pas. Moi, je pense que Nikki Reed était un très mauvais choix de casting. Non, mais je suis d'accord. Et j'adore Nikki Reed, hein, mais pas pour c'est celui- pas pas du pour tout Rosalie. le bon personnage. Ouais, je lisais que dans les bouquins, c'est censé être la plus belle fille de la Terre Ouais. ou un truc comme Déjà, ça. Ouais, elle est très jolie, hein, Nikki Reed. Oui, c'est pas la question. c'est Mais... pas non- t'as pas l'impression qu'elle vient d'un autre univers tellement elle Non, est magnifique. Quoi. Et en plus, donc elle avait pas une perruque dans le premier, mais elle est très mal peroxydée. Ils lui ont foutu de la pâte à pizza à la place du fond de teint parce qu'elle est pas assez. Enfin, sa couleur de peau est vraiment loin d'être très pâle. Et merde, quoi, elle a 30 ans, quoi. Je sais pas si elle avait vraiment 30 ans, mais elle a vraiment la tête d'avoir quelqu'un qui a 30 ans. Et pour quelqu'un qui doit se faire passer pour quelqu'un qui a 17-18 ans d'âge, c'est pas possible. Non, mais même ses vêtements, je trouve qu'il y a tout le choix, toute la direction artistique autour du personnage de Rosalie est mauvaise pour moi. Même les vêtements la mettent pas en valeur. Enfin. Mais c'est assez représentatif de ce que Meyer pense de Rosalie, parce que justement, quand tu lis Midnight Sun, tu vois bien que Stephanie Meyer, elle a un certain dédain envers Rosalie, envers sa féminité, sa beauté, sa vanité, entre grosses guillemets, et c'est quelque chose que tu ressens dans les propos qu'elle tient via Edouard, justement, sur Rosalie. C'est intéressant, mais c'est dommage, parce que c'est un personnage vachement bien. Et là, ils vont jouer au baseball sur du Muse. Meilleure scène. Parce que pourquoi pas. Muse est le groupe que j'aime le moins. Quoi ? Pardon ? Sur Terre. Je suis allé voir Coldplay au Stade de France, là, c'était Ah, terrible. c'est encore pire, ça, en fait. C'était terrible, j'ai pas payé, je me suis trouvé là-bas par hasard. Ok, il y a Coldplay, puis il y a Muse. Non, mais n'importe quoi. Non, Oh j'aime là pas, là. j'ai jamais aimé Muse, c'est un truc... Alors, autant maintenant, leurs derniers albums sont pas bons, mais Supermassive. Non, mais Bah, je sais pas, ouais. j'étais plutôt Radiohead à cette époque-là. Ah, c'est pour ça. T'avais l'impression d'entendre un sous Radiohead, quoi. J'avais l'impression Ouais, d'entendre un mais- sous Radiohead avec un mec qui a besoin d'une ventoline. d'un Il petit est coup de- fort, il est fort. Oh Ouais, non. Il respire entre chaque... Ouais, mais bon. Pour le style. Bref, Tom en York, tout c'est cas- pas le dernier à respirer entre deux. Il est comme ça sur son micro de voix, Tom York. En tout cas, là, on est... oui, de Tom York qui fait des... Ouais, voilà. Mais, on peut pas dire qu'il soit très joli à regarder. Quoi. Mais Tu écoutez, il est bien. Il y a les méchants vampires qui arrivent au ralenti. Je les trouve complètement ridicules et sans charisme, les trois. Bah, c'est le Black Eyed Peas, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est les Black Eyed Peas. Oui, oui, non, mais vraiment, quand tu regardes, c'est vraiment les Black Eyed Peas. T'as Fergie, enfin, vraiment, c'est. Je pense. Mais je me vraiment demande que jusqu'à c'est quel point l'inspiration. c'était pas fait exprès. Et c'est Ah, mais dommage pour parce moi, que c'est pas exprès. En j'aimais vrai, bien le c'est film. premier degré. Hein. J'aimais beaucoup le film jusque-là. Et le film prend un virage avec le méchant et tout. Et j'ai moins aimé la fin, quoi. Enfin, j'ai moins accroché au dernier acte. En tout cas, à partir de ce moment-là, en fait, j'aurais préféré que ce soit entièrement sur Bella et Edward, qu'il n'y ait pas d'histoire d'autres vampires. T'as pas aimé les motivations du méchant? Si, ok, il a attiré parce que l'odeur et tout, voilà. Quoi. Ouais. Elle sent bon. Non, mais il a faim, il a la dalle. Il a la dalle. On te met un super beau burger avec tous tes ingrédients préférés devant toi. Il traverse le pays pour aller, c'est ça, hein, parce qu'elle est dans le sud. Bah, il y a des gens qui traversent des pays entiers pour manger des choses, En courant. des plats particuliers. En courant, c'est parce qu'il a les capacités physiques. Vraiment, les Black Eyed Peas, en vrai. Enfin, vraiment, quand tu regardes, c'est sûr que l'inspiration est là. Franchement, pour moi, c'est assumé. Hein. En fait, ils glissent. Je crois qu'ils glissent. Ouais, ils les ont mis sur un tapis roulant. Ouais, c'est ça. Littéralement. Ah ouais, c'est ça. Parlez dans les Je me micros, souviens, quoi. je l'avais lu. Mais je savais pas qu'ils étaient vraiment mis sur un tapis roulant. Ah en ouais, même si, temps, si. Comment Ils sont faire sur des tapis roulants. C'est génial comme idée. En vrai, c'est génial. Mais c'est arrivé, ce plan est fou. En vrai, ce plan est fou. En fait, Mais l'échange. c'est des rockstars qui arrivent sur scène. C'est vraiment des C'est rockstars. vraiment les rockstars qui arrivent sur scène. Complètement. Alors on dit en rigolant c'est le Black Eyed Peas et tout, mais pour moi ça s'inscrit justement dans le côté pop culture de Catherine Hardwicke qui avait fait 13 avant, qui on l'avait reproché d'être filmé comme un truc MTV. Ouais. Pour moi c'est toujours ces mêmes références avec le côté rockstar. Bien sûr. Ils débarquent sur scène sur un tapis roulant, c'est complètement kitsch. Ils en font des trônes et il n'y a pas ce côté effets spéciaux complètement crédibles parce que non, t'es là pour voir le show. Ouais, T'es pas c'est là ça. pour voir les effets spéciaux, la performance technique. T'es là pour voir les vampires qui vont te donner ce que t'as envie de voir, c'est-à-dire des rockstars. Et c'est son style. En vrai, c'est complètement son style. Les Seigneurs de Dogtown, c'est vraiment sur une bande de. Enfin, pour moi, c'est un peu des losers qui vivent que. Enfin, c'est sur un film sur les gars qui ont popularisé le skate, en gros. Et les gars, c'est des clichés. Mais c'est vraiment des petites rockstars hyper clichés, des clichés d'eux-mêmes. Et elle adore les personnages comme ça, en fait, je pense. Et ça, enfin, du coup, ce genre de plan, c'est complètement dans son idée, je trouve. Edward refuse de la transformer en vampire et il aspire le venin. Scène qui m'a fait penser à Buffy, Angel et tout. Enfin, c'est ça le problème, c'est que quand tu fais des histoires d'amour autour des vampires, ça tourne un peu toujours autour de la même chose. Moi, je vais vivre toujours, toi, tu vas mourir, mais c'est bien que tu meurs parce que moi, je suis un monstre. Non, mais c'est Faut l'amour pas que tu interdit. sois comme moi. Oui, mais c'est un truc qui a été fait 1 milliard de fois quand même, quoi. Ouais, mais c'est les mythes en fait. C'est quelque chose qui se répète depuis l'Antiquité, depuis qu'on sait raconter des histoires, l'amour interdit.
Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si on s'interdisait chacun de reprendre des trucs qui ont déjà été faits avant, mais on ferait plus rien. Non, c'est-à-dire que c'est au bout d'un moment, je pense qu'il y a d'autres choses à raconter que un mec qui a quel âge là, il a 100 ans à peu près. Hein. 104 ou 100. Je crois. Bon, vous êtes bon en maths, il a plus de 100 ans. Il a plus de 100 ans et elle a 17. Moi, personnellement, en tant que grand fan de Buffy, Angel a genre 200, 250 ans et elle a 16 ans quand il la rencontre. On a aussi... Suki, elle est un peu plus vieille encore, je crois. Elle a 21 ans, je crois. Ouais, elle est quand même jeune. Quoi, elle a tu la vois, petite vingtaine. elle est peut-être adulte, mais elle est quand même... Bon, après, Ouais, mais l'autre, il est vieux. Ouais. Il a 400. Il a 400, ouais, un truc comme ça. Et Eric a genre 1000 ans, un truc Ouais. comme ça. Ouais. Donc, c'est juste que ça fait, au bout d'un moment, Bon, après, t'étires le truc et c'est un peu... Enfin, déjà vu, quoi. Pour la défense de Twilight, quand même, Stephenie Meyer a bien longuement précisé que quand t'es transformé en vampire, t'es figé dans le temps, en fait. Donc, tu vieillis plus physiquement et surtout, tu vieillis plus mentalement. Donc, tu restes à 17 ans l'horreur, hein. Mais tu restes à 17 ans toute ta vie. Mais c'est dans le film, dans ça Buffy, c'est comme ça. Je crois qu'il l'explicite pas dans le film. Non. Putain, je me ça demande change si c'est tout sur vraiment dans le- Edward. Moi, je pensais que c'était un mec de 107 ans qui devait Non, faire justement, semblant c'est d'être justement un... que c'est pas si creepy. Pour moi, t'as les deux en fait. C'est à la fois un mec de 17 ans qui est un mec de 17 ans intérieurement, qui a Ok. vécu des choses d'un mec de 100 ans, Mais qui a 17 ans depuis 100 ans, mais qui a 17 Ah ans ouais. depuis 100 ans. Et du coup, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est que c'est un espèce d'adolescent qui a énormément vécu, mais qui est resté un adolescent. Mentalement, il Et a pas qui- évolué. Non, mais en même temps, tu dis. Et c'est pour ça qu'il est un peu creepy, stalky et compagnie. Ah, parce mais que je c'était croyais comme qu'il ça à se- son époque. pour ça qu'il se la pète et tout. aussi. Ok, je crois qu'il se forçait presque à l'être, ce qui Bah, rendait le personnage plus complexe à mes yeux, en fait. Non, il se Qu'il ne force à l'est. masquer toute son expérience, il se force à masquer beaucoup de choses quand même. Ouais. Oui. Parce que les 100 ans, à mon avis, les 100 ans, quand tu les as vécus, même si t'es encore 17 Il est ans. puceau ? Oui. Ok. C'est bien, j'ai la réponse à ma question tout de suite. Bah, sinon, Mais alors, comment il sait qu'il tue? De quoi? Comment on sait qu'il tue s'il couche avec quelqu'un? Parce Ouais, que il le ça sait craint. pas. Il le sait. Alors là, il faut aller faire de l'analyse qui est un peu plus pénible. C'est que Stephenie Meyer, elle est mormone et elle ne croit pas au sexe avant le mariage. Ah. Donc il y a une petite Ah oui, théorie je- là-dessus. Puis même, il sait qu'il a une super force et s'il se retient pas, il va la tuer, quoi. Je suis sûr qu'il a déjà Non, il a tué pas du quelqu'un. super sperme, j'ai entendu. J'ai entendu le mot super sperme. Non, c'était super bite. Ouais, super. Super Non, mais voilà, c'est ça, il est Si, trop il a un plein de super pulsions sperme, dans ses parties génitales et du coup, il risque de blesser Bella. On dirait un porno, en fait. C'est clair, ouais. Non, mais T'es en ce- train de me dire ça, je t'en Moi, j'étais content que ce film soit aussi excité, horny, quoi. C'était un film Oui. où on sent que les deux acteurs ont envie de se sauter l'un sur Ah l'autre, oui, oui. et ça, j'apprécie quand même. Ça, on se sent bien, ouais. Ouais, Ça, c'est on un truc sent- que j'ai apprécié. Bah, la scène où ils s'embrassent sur le lit, la première fois qu'ils l'ont tournée, elle avait 17 ans. Et il y a quelque chose qui faisait que la scène fonctionnait pas pour une raison X ou Y, je ne me souviens plus. Et du coup, ils ont dû retourner cette scène. Ils ont dû reconstruire le décor ailleurs. Et elle a pas le même costume, elle a pas la même coiffure, machin. Rien. Là, elle avait de nouveau 18 ans, bah oui, bien sûr. Elle a eu 18 ans entre temps. Ils ont retourné la scène et elle était beaucoup plus. Enfin, il y avait beaucoup plus de physicalité entre les deux acteurs parce que du coup, ils se sentaient autorisés manifestement de faire quelque chose qui les rendait un peu timides à la base, justement à cause de la différence d'âge. Et voilà. Et il y a aussi le côté où il se fait tirer par des câbles pour vraiment montrer qu'il retient sa pulsion et tout. L'explication de Bella qui est tombée dans les escaliers et qui a traversé une fenêtre, j'ai mis pause et j'ai rigolé pendant 1 minute. Oui, bon, on Parce peut pas. qu'ils te mettent une sorte de flash où tu la vois, genre la fenêtre, il y a la fenêtre qui explose et tout. J'ai rigolé parce que je me suis dit, il y a des gens qui vont vraiment croire qu'elle est tombée sur 2 étages et qu'elle a traversé la fenêtre et qu'elle s'est cassé la jambe. Et puis il va savoir pourquoi il y avait la famille d'Edouard juste à ce moment-là dans la rue. Bon, on peut pas rigolé. tout excuser dans le J'étais film. tellement rigolé parce que c'était super premier degré dans la manière où c'était présenté. Et pour moi, c'était censé être drôle, quoi. Non, Ça mais fait très comédie. En même temps, c'est vrai que quand t'es ado, pour la défense du film, on te ressort un truc énorme, toi tu ressors des excuses absolument énormes. Tu te dis, ouais, ça passe, tu vois. Ouais, mais là, c'est pas l'ado qui sort l'excuse. Non, mais oui, justement, c'est pour ça que Twilight s'adresse aux ados et ne cherche pas à faire plus loin dans le cas. C'est les ados, ils vont y croire, quoi. Ouais. Jacob revient. Il se pointe et il dit, Bella, faut que tu quittes Edward. Pourquoi? Non, c'est même pas. Faut que Parce tu que quittes mon Edward, père, c'est- parce ouais, que mon voilà. père m'a dit qu'il fallait que tu quittes Edward. Elle dit, bah non. Il m'a donné $20 pour te Ouais. dire. Il dit, bah non. Ok, salut. On se retrouve dans le prochain film. J'aurai un plus grand rôle et j'aurai pas cette perruque. Et des plus grosses épaules. Et des plus grosses épaules. Des épaules Il incroyables. sert à rien dans ce film, faut le dire. Et ça se termine donc au bal de promo où on voit tous les persos qui n'ont eu aucun impact dans le film qui sont là.
Donc tous les ados, ils sont là, voilà, on a le droit à tous leur dire au revoir dans le film, c'est cool. Et on termine avec Edward et Bella qui dansent, et ainsi se termine la saga Twilight. C'est fini, on la reverra plus jamais. C'était bien un film, c'était sympa, j'ai bien aimé. On n'a pas besoin d'aller plus loin, hein, pas besoin de faire d'autres films. Bah non. Hein. Il faut faire le 2 pour se rendre compte à quel point le premier... Je suis pas d'accord. Je suis pas forcément d'accord non plus. Alors, après, je veux bien le 2 s'il est réalisé par Cartoon Network. Ah bah non mais bien pas sûr. Nécessairement, mais au moins qu'il y ait une réalisation quoi. Ouais. Non mais après il y a quand même une scène qui est vachement chouette dans le 2. Tu penses à laquelle? Celle dans les livres, tu sais, t'as les mois de l'année pour montrer la dépression. Ouais, et je trouve qu'ils l'ont c'est vachement bien filmé. Parce que je m'étais dit, clip, tiens, comment est-ce qu'ils vont... Ouais, pas tant que ça. Je trouvais que c'était une bonne... Non, c'était plutôt bien foutu. Personne ne rendra les armes ce soir. Mais je ne céderai pas. Je sais ce que je veux. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Twilight ? Moi, j'aime beaucoup ce film. Et j'aime beaucoup ce film depuis que je l'ai vu étant ado pour la première fois. J'ai continué à l'aimer en grandissant. Je l'aime toujours beaucoup aujourd'hui. C'est un film qui... Bon, il y a ce côté nostalgique, ça me rappelle mon adolescence. Mais je trouve que pour le coup, c'est pas une Member Berries, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle mon adolescence parce que je retrouve mes yeux d'adolescente quand je regarde Twilight. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis c'est vrai que c'est un peu l'esthétique de mon adolescence, un peu les looks de mon adolescence et tout. Et en même temps, ce film qui a ce côté je m'ancre dans mon époque, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Et ouais, c'est un film pour lequel j'ai vraiment beaucoup de tendresse, mais que j'estime aussi avoir une qualité artistique. Et généralement, plus j'évoluais, plus je grandissais, plus on me disait « Oh, Twilight, c'est ringard !» En mode « Ouais, t'es juste une fille qui aime bien les beaux gosses. » Puis maintenant, je me dis, j'ai quand même fait des études de cinéma, tu vois, j'ai un master cinéma et tout. Je peux dire Twilight, c'est mieux. Maintenant, vous m'écoutez, j'ai mes arguments. Maintenant, t'as le diplôme pour prouver que tu dis pas que des conneries. J'aime bien dire ça, en fait. J'aime bien Twilight, j'aime vraiment Twilight au premier degré. Et tu peux rien dire, parce que je suis bac+5 en cinéma et pas toi. Moi, j'ai bac-2. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai appris une langue en regardant des films et j'ai appris toute ma vie en regardant des films. Donc au final, t'es pas non plus obligé d'avoir le diplôme, tu vois. Ah non, mais il faut faire des podcasts pour être légitime. Non mais je suis complètement d'accord, t'es pas obligé d'avoir le diplôme. C'est juste que disons que ça marche bien comme argument ça marche carrément, pour couper court à la conversation. Non mais enfin tu vois, quand il y a quelqu'un face à toi qui te dit ça, tu fais moi j'y connais. Regarde mon papier. J'ai cru vraiment que t'allais sortir le papier de ton master, je me suis dit elle se promène avec en permanence. Voilà. Bah écoute, moi je rejoins un peu les propos de Manon. Que moi aussi c'était mon adolescence, donc j'ai une certaine nostalgie envers le métrage. Il y a des éléments qui n'ont pas bien vieilli, on va pas se mentir. Je vais pas non plus dire que Twilight c'est une œuvre d'art incontestée, mal comprise, etc. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, ça c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter de vouloir lui jeter la pierre, de chercher des choses qui n'y sont pas et simplement apprécier le film pour adolescents que ça a été, l'impact culturel que ça a eu et les propositions narratives, artistiques et émotionnelles que ça a pu proposer à son époque. Et voilà, je pense que c'est pas un mauvais film, loin de là, c'est même un bon film. N'allons pas jusqu'à dire que c'est un très 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 bon film non plus, mais voilà, ça a propulsé des acteurs, ça a proposé une histoire et des fois, faut pas aller chercher beaucoup plus loin, quoi. Et moi, tout mon rapport à Twilight, il est vraiment basé sur une idée que je peux pas concrètement prouver, qui est que, en fait, ce film, je l'aime si je pars du principe que Catherine Hardwicke a du talent. Si je pars du principe qu'elle a du talent et qu'effectivement elle a un recul total, et j'aime à penser qu'elle a un recul total sur ce qu'elle filme, parce que quelques indices me mettent, les indices qu'on a évoqués pendant je ne sais pas combien de temps sur ce podcast, laissent penser qu'effectivement il y a quelque chose qu'elle a compris de ce film. Après, je me suis longtemps dit qu'en fait, c'était juste les 2-3 trucs que j'aimais de Twilight étaient du pur hasard, en fait, et que même la réal subissait un matériau de base qui est quand même, je pense, en tout cas, le scénario tel que je le vois dans le film, assez médiocre, et qu'elle essaie désespérément de sauver ça par sa réal. Moi, le second degré qu'elle arrive à transmettre me plaît beaucoup maintenant. Je l'aimais pas vraiment quand j'ai découvert le film. Donc voilà, si je pars du principe que ce second degré est très volontaire, qu'il y a un espèce de recul permanent et d'hyper-conscience de ce qu'elle filme, ce film, je l'aime beaucoup. Voilà. Du coup, au sujet du scénario dont tu parlais, il me semble que Cartoon Network, c'était justement
assez impliquée dans le scénario. Alors, c'est pas elle qui l'a écrit, mais elle a vraiment revu pas mal de choses. Elle a vraiment voulu refaire une passe intéressante sur le scénario. Et elle s'est un peu impliquée dans le scénario pour vraiment travailler à partir du scénario et en faire quelque chose, contrairement aux autres qui ont pris le scénario et qui ont adapté ça bêtement sans réfléchir dessus, je pense. Ça, c'est un des indices qui laisse à penser qu'effectivement, elle avait un vrai regard sur ce qu'elle filmait. Et effectivement, comme on l'a dit dans ce podcast, Twilight a beaucoup d'intérêt, en vrai, pour un ou une cinéaste, mettre en scène une histoire aussi brumeuse, aussi, avec des personnages qui peuvent être aussi complexes, en vrai, que Edward, ou dans des situations aussi bizarres que celle de Bella, ça peut être hyper plaisant, ça peut être un défi de mise en scène dingue. Et du coup, je regardais, effectivement, j'ai l'impression qu'elle a au moins coécrit tous les films qu'elle a fait à part Twilight. Ouais, c'est vraiment une autrice. Hein. Ouais, donc même les films qui suivent, tu vois. Donc ouais, effectivement, je pense que en fait, la grande force de ce film, c'est elle pour moi. Après, ce qui est toujours très appréciable aussi dans la réalisation de ce Twilight, que ce soit propre à Hardwick ou à n'importe quel cinéaste compétent, c'est qu'on ressent quand même que, en dépit de tout ce que le livre pouvait avoir d'un peu cringe, elle a un énorme respect pour le bouquin de base et elle a une affection incroyable pour le bouquin de base et ça se ressent très profondément dans sa mise en scène, l'attention qu'elle a mise à trouver les décors. Elle a vraiment cherché très très longtemps ses décors, à trouver le bon casting, à avoir la bonne alchimie. Et même on parlait de scénario, elle a pas mal touché au scénario elle-même, mais elle a aussi permis aux acteurs de vraiment le faire sien, quoi. Elle a permis à Kristen Stewart et Robert Pattinson de modifier certaines répliques, de changer des trucs si ça leur allait pas, enfin vraiment d'en faire un objet qui appartienne à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui aussi se retrouve dans des interviews des premiers temps avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et compagnie. Ils le disent, ils ont dit on n'a pas fait un phénomène, on a fait un film, on l'a fait avec tout ce qu'on avait et toute l'affection qu'on pouvait avoir pour le scénario, pour le projet, etc. Et bon, ça a donné ce que ça a donné. Et je pense que c'est aussi pour ça que le film a super bien marché. C'est pas uniquement parce que c'est une romance sexy avec des vampires. C'est parce que vraiment, il y avait un amour très, très, très profond dans le film qui s'est ressenti. Il n'y a pas que l'amour entre Bella et Edward. Il y a l'amour de Catherine Hardwicke, il y a l'amour des acteurs. Et c'est ça qui est cool dans les films. C'est quand on sent vraiment que l'équipe technique, elle s'est amusée et elle a pris du plaisir à faire un objet d'art et pas simplement les frères Russo qu'on fait Marvel, quoi. C'est vrai que le film a été fait avec, je pense, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il a été fait avec moins de budget que les autres. Et au final, c'est celui qui est le plus réussi parce que c'est le seul qui a vraiment une patte artistique, un regard artistique. Il y a un petit côté film indépendant sur les bords. Hein. Plus que c'est même pas un petit côté, c'est un film indépendant. C'est ça que je disais aussi. Un film indépendant qui coûte quand même presque 40 millions, c'est pas rien. Non, mais bien sûr, mais Hardwick... filmé comme un film indépendant. Ouais, mais filmé comme un film indépendant. Hardwick est une cinéaste indépendante et surtout c'est ça que je disais quand les acteurs disaient on n'a pas fait un phénomène, ils ont pas pensé le film comme un blockbuster. Ça c'est venu après, pendant la promo et avec les résultats et les coûts marketing et compagnie, mais à la base, elle a juste eu la chance d'avoir plus de budget qu'un film indépendant normal et elle en a fait un film indépendant plus. Bon, il y a quand même des câbles dégueulasses, mais vraiment, son intention, c'était de faire quelque chose qui soit fidèle au reste de sa filmographie et c'est aussi pour ça qu'elle avait été choisie à la base. Eh bien, moi, en tant que personne qui découvre la saga Twilight, je ne comprends pas comment ce film a pu recevoir autant de haine. C'est un film qui ne mérite pas de recevoir autant de haine. Enfin, si, je comprends, parce que c'est un truc de fille. Voilà. La raison est toute simple. Hein. C'est vraiment parce que c'est catégorisé comme un truc de fille. Mais entre nous, j'ai vachement bien aimé suivre Bella et Edward, leur relation. J'ai trouvé que les deux acteurs étaient vraiment parfaits. Alors, on m'a vendu aussi comme Kristen Stewart est affreuse dans le rôle. Et il y a eu des tonnes de vidéos où on se moquait du fait qu'elle faisait « ah » ou des trucs comme ça. J'en ai parlé assez longtemps. Il y a eu 1 milliard de vidéos et je ne comprends pas non plus. Moi, je vois 2 très bons acteurs à qui on donne parfois des dialogues un peu concons, hein, on va pas se mentir. Oui. Mais qui savent très bien s'en sortir. Comme tu en as parlé, la réalisation est aussi là. Le seul problème que j'ai eu avec le film, c'est que je pense que tout le lore et toute l'histoire avec les autres vampires ne m'intéresse pas. Je ne trouve pas que les vampires, en tant que tels, dans ce monde, ils sont aussi intéressants que les vampires que j'ai pu voir dans d'autres fictions. C'est ça bon courage pour la suite. Je suis assez d'accord là-dessus. Oui, bon courage. Et ouais, si c'est pour bouffer donc que des histoires de familles qui s'affrontent entre vampires et vampires. Oh, t'aurais de la chance que ce soit ça. Voilà. Bon, après, il y a aussi les loups-garous qui vont arriver. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et je trouve qu'aussi que le petit cliffhanger pourri à la fin gâche un peu le film. J'aurais préféré que ça reste sur Bella et Edward et qu'on soit pas obligé d'avoir la fille qui apparaît comme ça. Je trouvais que c'était un peu dommage, ça gâchait un peu la fin du film. J'aurais préféré que ça reste sur eux, vu que c'est un peu le thème du film, c'est les personnages principaux du film et tout. Mais une bonne surprise quand même.
Je vais pas le classer dans les grands films que j'ai fait dans le podcast, mais en tout cas, je le casse. Comment ça, Twilight, c'est pas mieux que je le classerai pas dans le bas non plus, quoi. C'est pas. Enfin, il y a eu largement pire dans ce que j'ai fait dans le podcast. Et en tout cas, ouais, merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. C'était un plaisir. On peut vous retrouver où en ce moment, toi? Intercut ou Intercut, on sait pas. sur YouTube ou YouTube. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est ça. Ouais. Écran large. Ouais. Axel. Exactement. Et peut-être bientôt YouTube, c'est en. Et bientôt peut-être YouTube. On verra. Et toi, Manon? Alors moi, c'est Sorosné, fucking cinéphile, et j'ai une chaîne YouTube que j'alimente tous les 6 mois exactement. Ok, ça s'appelle comment? Frankenslab. Mais il faut... Oh, mais je connais. Quand je dis tous les 6 mois... Sérieux? Ouais. Quand je dis tous les 6 mois, par contre, c'est pas ironique. Hein. Je l'alimente vraiment tous les 6 mois. Ok. Eh bien, il était fort sympathique cet épisode sur Twilight, les amis. Je préfère quand on est en présentiel quand même, c'est un peu plus sympa. On peut plus facilement rebondir sur ce que les gens disent, on se coupe pas trop la parole, etc. C'est quand même plus sympathique. Un grand merci à nos contributeurs que j'aime d'amour. Claire Marceline, Michel Spike, le Gérard du Lagon Noir, Béa et Barbara, les maîtresses de Dracula, Luna Swan, Say the Blade, Lizzie contre les vampires, Van Alexis, Aurélien Cullen, Nandor d'abord, la comtesse Océane Bathory et Sébastien Morbius. Désolé Sébastien, t'as pas eu le meilleur nom. Si vous voulez les rejoindre et découvrir plein de trucs bonus, c'est sur patreon.com/plan-séquence. Alors Patreon, en gros, tous les mois, je vous propose du contenu et en échange, vous me filez des sous. Mais c'est pas juste pour le contenu que vous me filez des sous. C'est aussi pour les podcasts que je fais toutes les semaines, vous voyez, que toutes les dépenses que ça implique, etc. Mais en échange, sur le Patreon, il y a... je sais plus combien d'épisodes bonus, mais il y en a énormément des épisodes bonus. Il y a les archives de mon podcast sur James Bond, Blonde's Planning. Il y a maintenant mon podcast perso, Sauf qu'il peut, où je parle de plein de trucs. Et là, le prochain épisode, je vais parler des Sopranos. D'ailleurs, j'ai parlé de Buffy. J'ai fait un épisode sur Buffy, ça peut vous intéresser. Et en gros, il y a plusieurs rangs. Pour 3 € par mois, vous avez accès aux épisodes en avance. Donc dès que j'ai fait le montage, je les mets en ligne sur Patreon et vous pouvez les avoir quelques jours en avance. Ça dépend le temps que ça met de faire le montage, bien sûr. Mais aussi accès aux épisodes bonus plus anciens. Pour 5 €, vous avez accès aux nouveaux épisodes bonus. Vous avez accès aux archives Twitch, aux archives Bondsplaining, à mon podcast perso. Et pour 10 € par mois, vous serez remercié à la fin de chaque épisode, comme je viens de le faire. Découvrir tout ça sur le site. En tout cas, ça m'aide beaucoup. Parce que là, en ce moment, j'ai pas de boulot. Et au fait, si vous voulez découvrir des podcasts que j'ai déjà fait avant, parce que je sais qu'on s'ennuie un petit peu là cet été, hein, pour les gens qui restent en ville ou qui sont forcés d'avoir les enfants qui gueulent dans la voiture et qui ont besoin d'un podcast, tu vois. J'ai fait plein d'autres podcasts, dont un où j'ai fait tous les films de super-héros qui existent, à part un ou deux. Et un autre sur les films de David Lynch que je vous conseille. Et vous pouvez trouver tout ça sur planséquence.net. Donc voilà, si vous vous ennuyez et que vous avez déjà écouté tous les épisodes de la saga, c'est le moment. Ah, au fait, avec Océane, on a fait un épisode sur les 8 salopards et il est super sympa. Ça, c'est sur le Patreon. Donc, et là, on est en train de faire un petit vote pour décider quel sera l'épisode bonus en rapport avec Twilight. Et apparemment, c'est Entretien avec un vampire qui est en train de gagner. Mais si vous voulez voter, allez sur patreon.com/planséquence. Voilà, c'est tout pour la promo. Je ferme ma gueule maintenant. À la prochaine tout le monde, bisous.